Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Les Gueules du Dentaire, le podcast de la société Jolsi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un dentiste, le docteur Sylvain Coignot, un praticien qui a fait de l'urgence dentaire, non pas une contrainte, mais un véritable projet de soins. Sylvain est chirurgien dentiste depuis presque 20 ans. Il a exercé en libéral, il a traîné un peu à l'hôpital et en clinique, et aujourd'hui, il travaille dans son cabinet dentaire où il est en première ligne sur la prise en charge des douleurs aiguës et des situations critiques. En 2024, il franchit un cap et fonde ou cofonde, il nous le dira, Urgence, U-R-G-E-N-S, un réseau de cabinets de soins dentaires immédiats pensé pour répondre à une réalité souvent évitée dans notre profession, l'accès aux soins, notamment dans les zones sous-dotées et surtout la gestion de l'urgence. Son approche est claire, structurer l'urgence, la sécuriser par des protocoles précis, redonner du collectif à la pratique et replacer le patient et le sens du soin au centre du système. Sylvain, c'est aussi une parole forte, engagée, parfois à contre-courant, parce que j'ai trouvé deux, trois trucs sur les réseaux ou sur le net, sur un sujet que l'on diabolise encore beaucoup trop dans les facs, alors qu'il représente selon lui une immense partie de notre quotidien clinique. À l'en croire, c'est 90% si j'en crois son CV. Bref, aujourd'hui, on va parler d'urgence dentaire, de réalité de terrain, de responsabilité collective et de vision pour l'avenir de notre métier. Et parmi tout ça, n'oublions pas qu'on ne va pas l'emmerder parce qu'il est ceinture noire de karaté, ou de judo karaté, je crois. Et donc, ça force d'une part le respect et d'autre part l'envie d'être gentil avec lui. Bonjour Sylvain et merci d'être avec nous sur le podcast. Bonjour Stéphane, merci de m'accueillir sur ton podcast et d'échanger avec toi, c'est un réel plaisir. Eh ben écoute, voilà, on va passer, ça peut durer une heure et demie, enfin peu importe, tant qu'on a des choses à se dire. Et puis, alors c'est assez marrant parce que c'est pas, enfin, on s'est rencontrés, enfin on organise ce podcast non pas parce que je t'ai sollicité, mais parce qu'on a été sollicité. Et en général, on refuse toujours. Alors on refuse un peu par principe parce que sinon, si on commence à ouvrir, on en recevrait, on reçoit presque 4 ou 5 demandes tous les mois. Mais par contre, quand mon assistante m'a dit, bah tiens, il y a le docteur Coignot de la société, enfin, du cabinet Urgence, je dis mais c'est quoi et là je me suis dit ah ouais non ça c'est intéressant parce que alors je te connais pas, hein, je suis persuadé que tu es intéressant pour avoir des idées pareilles. Il y a du background, mais je trouvais que c'était intéressant justement de voir. On entend souvent, moi j'invite souvent des conférenciers qui font des conférences à droite à gauche sur le petit quart de millimètre machin, et là en fait on est dans le dur. Et c'est un vrai problème de santé publique. Totalement. Peut-être pas forcément à Paris, d'ailleurs, j'en sais rien, parce qu'il y a des structures qui le font, mais en province, et moi je suis un vieux provincial, et que les urgences au cabinet dentaire, c'est pas facile à gérer. Et on a des grandes idées pour le faire. J'accompagne des centres dentaires notamment où je leur fais des audits et pour les essayer à drainer leurs urgences internes, mais je me rends compte que c'est pas simple. Alors voilà, c'est pour ça que j'ai accepté, et tu le savais pas, mais sinon tu aurais pu passer à la trappe. Je crois que c'est même pas toi qui as demandé, c'est ta femme, hein. C'est ma femme et la cofondatrice de la société Urgence. Ok, ben écoute, pour le coup, elles ont eu raison, mais attention, ne nous envahissez pas de mails. C'était vraiment parce que le contexte s'y prêtait, et puis quand j'ai commencé à regarder ce que vous faisiez, c'était assez intéressant. Donc bienvenue, et puis bah, écoute, on va passer un peu plus d'une heure ensemble, et avant de commencer, comme je ne connais pas du tout, je connais que ton CV, eh ben, je vais te demander de te présenter, qui est Sylvain, va être présenté par Sylvain lui-même. Eh bien Sylvain, c'est un jeune chirurgien dentiste de 45 ans euh, qui a qui a suivi en fait euh, une filière médicale au début. J'ai passé le concours de médecine et je t'avoue que chirurgien dentiste, c'était pas du tout le métier que je voulais faire. Pas Ok, du tout. Moi, je voulais faire médecine. Je suis né dans une famille avec un papa médecin généraliste, mais qui est issu du monde agricole et ma mère est issue du monde ferroviaire. Donc pas du tout dans le monde médical. Et mon père, en fait, est sorti de ce monde-là et ma mère est infirmière. Moi, toute ma scolarité, en fait, ma vocation, c'était soigner, prendre soin des gens et les guérir. D'ailleurs, quand j'ai rencontré mon épouse, on avait fait un jeu avec les enfants où on avait dit si on avait un super pouvoir, lequel ce serait? Et tout le monde disait invisibilité ou lire dans les pensées des autres. Et moi, j'ai choqué tout le monde en disant mon super pouvoir, ce serait d'enlever la souffrance et la maladie des gens.
Et là, ta femme t'a épousé. Et Une ma fois. femme m'a épousé, elle était moi, c'est moi directement. Donc voilà. Ensuite, j'ai un petit parcours spécifique puisque j'étais pas l'étudiant modèle. J'étais plus le président de l'asso étudiant des étudiants de Et Nantes. l'un n'empêche pas l'autre, hein. Donc qui organisait les soirées, qui était là pour les divertir et tout. Les professeurs se marraient parce qu'ils me voyaient très studieux quand j'étais en train de soigner les patients, mais par contre, voilà, j'étais plus celui qui organisait le festif à côté. Donc ça les faisait beaucoup sourire. À la fin de mes études, je suis devenu attaché hospitalier pendant 3-4 ans dans deux services, le service de chirurgie et le service d'odontologie conservatrice et endodontie à Nantes. Voilà. Et puis je suis un sportif avéré puisque tu l'as dit, j'ai la ceinture noire de karaté, mais aussi celle de judo. Ah, c'est pour ça que j'ai eu le doute quand je te l'ai dit, mais effectivement, sur ton CV, il y a bien les deux, ouais. C'est Ouais, il fort y a les ça, deux. parce que Et c'est en deux fait, sports différents quand même. j'ai fait les deux en parallèle. Et en plus, j'ai fait de la plongée où je suis arrivé au stade du niveau d'accompagnateur et footballeur aussi en même temps. Ok, Donc j'avais pour les individuels, ouais. des semaines de collégiens et lycéens qui étaient bien remplies puisque en fait je passais mon temps soit collège lycée et le reste du temps c'était à faire du sport. Mais j'en avais besoin parce que je pourrais être considéré comme un petit peu un hyperactif qui a toujours besoin de bouger, besoin de Hmm. faire des choses et besoin aussi de casser un petit peu les codes et les lignes, tu sais, Ouais, préconçues. préétabli, ouais, sortir du cadre. Et toi, t'es Nantais, hein, l'université, c'est Nantes, c'est ça? Alors moi, je suis de l'université de Nantes et Ok. à la base, je suis tourangeau, enfin dans la région Centre puisque j'étais d'Eure-et-Loir dans la sous-préfecture de Châteaudun. Ensuite, j'ai fait mes études et mon concours de médecine à Tours. Ouais. À la fin du concours de médecine, je suis parti faire mes études de dentaire à la faculté de Nantes. Et là, t'es revenu à Tours ou t'es resté à Nantes? Je suis revenu à Tours dès la fin de D'accord. mon cursus, puisqu'en fait, comme tout pôle entre guillemets de faculté, Nantes était hyper pourvu de praticiens. Euh, et puis euh, et puis voilà, Nantes, j'avais fait le tour et j'ai décidé de revenir sur Tours m'installer. Donc tout de suite, quand j'ai été diplômé, j'ai passé ma thèse en moins de 4 mois. Mhm. Et 2 jours après avoir Sur soutenu la ma névralgie thèse. du trijumeau, je crois, hein. C'est ça, exactement. Hmm. C'était tout de suite là. En fait, la douleur était mon domaine mon C'est domaine très, phare. c'est très souvent les gens qui ont une vocation médicale au départ qui finissent en dentaire dans des trucs qui se médicalisent, en fait, la partie médicalisée du dentaire, soit la chirurgie lourde, implantologie. En fait, Exactement. on sent, je me souviens, moi, quand j'étais à la fac, les internes qui étaient en chirurgie orale, tu voyais ceux qui avaient raté le concours de médecine, enfin, qui avaient raté, qui n'avaient pas eu médecine au concours. 4 ans après, ils avaient encore la frustration, si tu veux, c'était, tu sentais qu'à l'hôpital, ils étaient fiers d'avoir la blouse, les abaisse-langues, les crayons de toutes les couleurs, Ah, les carnets dans totalement. les poches. Et puis limite, il mettait le stéthoscope pour passer pour un Presque. Mais expert. bon, un jour, je me souviens, il y avait un interne qui avait un stéthoscope. Moi, si tu veux, je voyais tout ça avec beaucoup de recul parce que j'ai jamais eu de frustration d'être dentiste. D'abord, j'ai voulu être médecin, j'aurais voulu être vétérinaire, mais ça, c'est autre chose. Et il y a un mec, il est arrivé, il avait un stéthoscope dans le truc. J'ai dit, tu fais quoi avec ça? T'écoutes le cœur des dents. Elle avait un peu vexé. Mais tu sentais vraiment que ouais, c'était une souffrance pour eux et que heureusement, ils avaient eu cet internat de chirurgie orale pour aller. En plus, quelques années après, l'internat de chirurgie orale a été mixé, non sans difficulté d'ailleurs, avec l'internat de médecine. Mais tu sentais vraiment que ceux vraiment, hein, qui ont souffert de l'échec de médecine et qui ont eu dentaire par défaut, c'est un truc qui le porte à vie, hein. C'est, Non, c'est clair, tout à et fait. d'ailleurs, ce qui est assez étonnant, alors maintenant c'est un peu plus facile, parce qu'il y a des passerelles qui existent, tu peux aller refaire médecine derrière. Il y a des gens, par exemple, Vianney Descroix, c'est au moins un nom qui doit te parler dans la douleur, qui est un de mes meilleurs amis, qui est doyen de l'université de Paris 7, enfin Paris Santé d'ailleurs, Paris Cité, pardon. Lui, il a fait dentaire et pharma. Vraiment, il voulait pas faire dentaire, creuser des dents, c'était pas du tout son truc. Et très rapidement, il a fait la passerelle, donc il est pharmacien et il est aujourd'hui spécialisé
dans la douleur. Je serais curieux de savoir, il faut que je lui demande la dernière fois qu'il a tenu une turbine, mais ça se compte en dizaines d'années. Ouais, bah Donc, oui. il a réussi toi, à exploiter ce. Et c'est important ça parce que je le dis souvent sur les podcasts, mais on a plein de jeunes qui nous écoutent, qui sont pas forcément très à l'aise dans leurs études, qui se retrouvent pas, ils se retrouvent en TP, troisième, quatrième année, à meuler des dents. Alors, en quatrième année à la clinique, ça va un peu mieux, mais comprennent pas bien en fait ce qu'ils font et l'aboutissement de la chose. Et le fait de ces podcasts, d'avoir des gens qui ont des profils très différents, qui ont fait des passerelles, qui ont fait autre chose, souvent ils m'envoient des mails et me disent vous m'avez fait du bien parce que je me vois pas faire des composites toute ma vie. Et maintenant, ça m'a requinqué parce que je sais qu'on peut faire quelque chose derrière. Donc voilà. Et donc, mais à Tours, d'ailleurs, il y a un département d'odonto là qui s'est monté il y a pas longtemps. Oui, il y a 4-5 ans que la faculté a été créée en même temps que celle de Poitiers d'ailleurs. Mais C'est pas une faculté, hein. C'est un département d'odonto. voilà, Et rattaché. Alors à Tours, je sais pas trop, mais c'est en déjà général, ce sont des. ils sont Ils sont rattachés à Nantes, ou alors il voulait être très indépendant, je crois, de mémoire, totalement. à Tours. Ouais. Mais en général, ce sont des départements de l'UFR de médecine. Tu vois, il y a plus de fac. Donc c'est assez important parce que toutes ces jeunes facs dentaires, alors je sais pas trop comment ça se passe à Tours, mais les échos que j'ai de beaucoup de départements comme ça en France, c'est quand même. Ça a été construit avec cataplasme sur une jambe de bois, quoi. Donc à Tours, je sais pas, il était plus motivé de mémoire, je l'avais eu au téléphone. Mais, ok. Et donc toi, donc ton père est médecin, ta maman infirmière, tes grands-parents agriculteurs, c'est ça? C'est Et ça. ta grand-mère Bon, mes contrôleuse de grands-parents SNCF. mes grands-parents paternels agriculteurs et mon grand-père maternel était travaillait à la SNCF. Ok. Ah oui, donc ils n'avaient pas du tout ils étaient, Ah, enfin, si, l'agriculteur, oui, mais le cheminot, il n'était pas du tout entrepreneur dans l'âme, je pense. Donc, pas du tout. et vous avez fini tous les deux en libéral ou ta femme est à l'hôpital? Ma femme était libérale toute sa carrière. Il y a juste une période où elle a travaillé aux hôpitaux de Marseille. Mais moi j'ai été libéral quasi toute ma carrière. Il y a juste 1 an et demi pendant la période Covid où j'ai été salarié d'un centre clinique dentaire. Ok. Voilà pour avoir entre guillemets la sécurité pendant cette période Covid où les restrictions étaient énormes. Donc j'avais fait ce choix-là. Et puis, mais le salariat, moi, c'est Ça, pas c'est mon. intéressant parce que pour un sportif de haut niveau comme toi, en général, on a un mindset, un mental d'acier. Et le Covid t'a fait peur. Alors, le Covid m'a pas fait peur. J'ai juste anticipé en fait les difficultés que ça allait créer en fait pour notre exercice libéral. Et je me suis dit bon, là ils vont nous mettre des barrières tellement importantes que je pourrais plus exercer ma profession comme j'ai envie de l'exercer. Donc je vais jouer la carte sécuritaire, mais ça va pas durer longtemps. Hein. Oui, parce qu'en quoi il y aurait eu moins de barrières, en quoi il y aurait eu moins de barrières dans les centres? Au contraire, je trouve. Je pense que c'est. Bah en fait j'avais la possibilité d'avoir d'un salaire fixe et en cas de confinement, tu vois, la sécurité. C'était Ok. voilà, Ok. j'ai choisi ça, mais aujourd'hui je le regrette, hein, je peux te dire. Mon année a été très très Ah compliquée. bah, t'as des chefs, quoi, hein. Ah, c'est ça. Et puis Euh, un chef qui, tu vois, la légende du chef en France, ouais, bah, voilà. en fait, c'est un chef. C'est un C'est chef. ça. Et je pense que quand t'es dans le libéral dans l'âme, au départ, tu dis, ouais, je vais être salarié, je vais avoir du temps pour moi. Vas-y, fuck, quoi. T'as C'est pas ça. plus de temps. Et Puis puis avec le temps que t'as, tu te le bouffes en disant, putain, qu'est-ce qui me fait chier l'autre? Il veut pas commander mes gants. c'est exactement ça. Donc Et en puis fait, tu fais 35 heures, mais t'as 25 heures d'emmerde derrière. Psychologique, ça te coûte tout ce que tu perds. En plus, tu le passes en psy pour aller te défouler. c'est ça. Donc, alors, tu sors de la fac enfin, tu intègres la fac en quelle année, toi? Je suis la génération 2000. Donc, tu intègres le P1 à l'époque, ça s'appelle le P1 ou Alors le le PACES. P1 en 98, Ok. puisque la France était devenue Championne championne du du monde, monde. on s'en souviendrait toujours. Donc l'été formidable, le bac plus la Coupe du Monde impeccable en 98. Je fais 2 années de concours où je rate la première année pour 3 points et Mhm. la deuxième année en fait je me sens tu sais redoublant Trop de surpuissant confiance.
Trop de il confiance. va rien pouvoir m'arriver. Et première session, je suis dans les 10 premiers. Et puis deuxième session, je plante, mais je fais un hors sujet sur l'épreuve de physiologie. Et heureusement que j'ai mon meilleur ami qui est avec moi en médecine à ce moment-là, qui me dit tu lâches pas, tu continues le concours. Et je finis premier recalé médecine et Les premier boules. en terre. Excès de confiance. Excès de confiance, totalement. C'est fou. Et j'ai appris ce jour-là l'humilité, tu vois. Là, tu vas chercher les résultats où tu as crâné toute l'année, tu vas chercher la tête basse avec une casquette. C'est exactement ça. C'est Et tu limite vois tous les mecs qui disent hé, hé, t'as vu son nom là, l'autre qui crânait. un Tiens, on peu a bien fait pour sa gueule, il va aller voir les dents. totalement. Mais j'ai eu la chance quand je suis arrivé à Nantes de rencontrer tout de suite un professeur qui était à la fois professeur à la faculté et chirurgien dentiste libéral, qui s'appelle le docteur Lassir Yannick, qui a été mon mentor en fait pendant toutes mes études, qui maintenant malheureusement est décédé et et qui m'a donné le goût en fait à ce métier et qui m'a dit tu vas voir, chirurgien dentiste en fait c'est pas que soigner des dents, t'as tout en fait. Tu dois savoir la santé générale, tu dois avoir beaucoup de psychologie et tu vas voir, tu vas t'éclater. Il faut juste que tu fasses ton deuil de médecine tout de suite et éclate-toi dans ton métier. Ça, c'est un très très bon conseil. Faire le deuil de la médecine en disant. Ah, Alors, totalement. ce qui est plus difficile maintenant, parce que tu sais que tu peux avoir une passerelle derrière. Ça me rappelle le podcast que j'ai fait avec Cyril Gaillard, que tu connais peut-être, et qui, pareil, lui, avait fait médecine, mais il s'est dit bon, je fais dentaire pour reprendre la passerelle. Tu vois, c'est ça qui était fou. Il avait jamais fait son deuil. Il s'est dit bon, bah, je finis dentaire, je vais vite, et puis derrière, je passe à la passerelle. Et en fait, au dernier moment, je sais plus, enfin, faut que je réécoute le podcast. Il n'a pas cette passerelle où finalement, non, il va dans un cabinet, puis finalement, il dit, C'est pas mal. il était inscrit en médecine, et pendant l'été, il fait un remplacement, et il s'est dit, putain, finalement, c'est pas mal. Et puis, et voilà, et c'est devenu Cyril Gaillard, le gars de Center, tu vois, qui est entrepreneur, il fait des soins, il fait du coaching. Je crois que ce serait beaucoup plus difficile de faire ça en tant que médecin, en fait. On Non, a une tout à profession qui est assez exceptionnelle encore pour le moment et qui t'ouvre plein de trucs. Et donc, tu rentres à la fac et donc tu connais tes premiers TP de galalite et de c'est cire. ça. Et alors là, les TP, tu sais, c'est en plus le métier de chirurgien dentiste. J'y suis allé quoi 3 fois pendant mon adolescence et je voyais plus l'orthodontiste que le chirurgien dentiste. Donc c'était un métier, si tu veux, composite, amalgame, taille. J'étais là. Mais dans quoi je me suis mis et je te dis, c'est heureusement que j'ai eu ce prof-là et puis j'ai pris goût. Je suis devenu aussi ami tout de suite avec le responsable du laboratoire de prothèses Mhm. qui s'appelait Thierry Pêcheur et qui était le voisin en fait de la corpo étudiante. Donc en fait on prenait des cafés quasiment tout le temps et en fait il m'invitait dans le labo et puis il m'apprenait les techniques et tout. Donc en fait ces deux enseignants m'ont donné goût à ce métier. Parce que, en fait, quand tu es un minimum curieux et que tu as envie de connaître des choses, si tu es un hyperactif, la prothèse, ça, c'est génial. Moi, je me souviens, les mises en moufle, ça me fascinait. Alors, tout Ah le bah, monde s'est chié de le faire. La mise en moufle, le mec, il te mettait des cires avec des dents dans du plâtre, ensuite il faisait cuire, il enlevait la cire, il injectait le truc. Moi je trouvais que c'était fascinant, en fait. Tu te dis, il y a plein de trucs. Et donc, finalement, tes études se passent comment? Alors, tu as ces deux piliers là qui te soutiennent un petit peu, mais les cours, les trucs, tu te dis, bon, bah, ça va passer et à la fin, je serai content, ou tu arrives à trouver un intérêt dans quelques matières? eh ben écoute, j'ai trouvé un intérêt dans toutes les matières, à part les matériaux, où Mhm. c'était très pénible. Et puis j'ai trouvé aussi un intérêt puisque je suis allé assister et suivre les cours en fait de médecine en parallèle. Donc D'accord. j'avais toute la sémiologie médicale à la faculté de médecine de Nantes où je suivais ces cours-là. Donc en fait ça m'a permis de d'élargir entre guillemets Ton champ de mon vision. stade. Et puis j'ai été aussi à la faculté de psychologie pour apprendre à gérer la psycho des patients. Donc en fait j'ai élargi en fait mon champ de vision et mon champ d'apprentissage pour me Ouais, donc permettre d'épanouir. c'est vraiment actif parce que, enfin, autant que je me souvienne, le programme des études dentaires, ou alors tu n'allais pas à tous les cours, mais c'était assez dense quand même. Si tu faisais tous les cours, tu étais pris toute la journée. Donc, J'étais pas
j'étais pas un fervent adepte des salles de cours, si tu veux. C'était moi j'avais les bouquins et puis il y avait les tu sais les Ronéo Hmm. des étudiants. Bon, blindé d'erreurs, hein. Si les étudiants m'écoutent, moi, en tant que j'ai enseigné pendant 15 ans en tant que PUPH, les Ronéo, c'était notre bête noire parce que, à la limite, si vous voulez faire une Ronéo, donnez-la à l'enseignant pour qu'il la corrige. Mais quand on corrigeait des copies, tu avais une connerie, tu la retrouvais dans les 100 copies parce Oui, que c'est ça. c'était la Ronéo. Donc les Ronéo, attention les étudiants. Alors maintenant, avec l'IA, si les mecs enregistrent et qu'ils font des résumés avec l'IA, au moins il n'y aura plus d'erreurs. Mais sinon, mon Dieu, qu'est-ce que c'était horrible pour nous. En tant qu'enseignant, c'est horrible les Ronéo. C'était de Et donc, l'interprétation des étudiants. ouais, c'était, tu vois, et puis, moi, je me souviens avoir vu je faisais quelques blagues pendant le cours, tu retrouvais les blagues dans les Ronéo, quoi. Le gamin, il écrivait, mais il avait pas fait le discernement entre ce qui était bon et ce qui était drôle. Donc là, et là, est-ce que tu as déjà une appétence particulière pour une discipline de l'odontologie Et ou ben finalement, pour les l'urgence. urgences? Ah ouais, Ah, déjà. j'ai toujours adoré. En fait, dès que c'était, tu sais, très organisé avec le plan de traitement établi et tout, voilà, je m'éclatais. Mais la surprise entre guillemets de voir le patient et de pas savoir en fait Hmm. ce qu'il avait, moi ça m'éclatait. D'ailleurs, les stages d'externe, tu sais qu'on a à faire dans les services de médecine, mais Hmm. j'ai choisi les urgences Tout le quasiment temps. tout le temps. Ok. Donc, Et, et donc, l'adrénaline en fait, j'adorais ça. ok, c'est-à-dire la prise de décision instantanée. Et Exact. ok. Et qui c'est tes enseignants à ce moment-là en endo, en océando par exemple? T'es de En quelle ancien génération? endo, c'était le docteur Armangol Valéry, euh, Ouais, qui était MCU à l'époque, ouais, et le docteur Amador ouais. Gilles Gilles Amador, ok. Ouais. Amador, qui est un homme qui est extraordinaire, et le professeur Labou, Ah, Olivier. Olivier Labou, ouais, il n'était pas encore parti à l'université. Je fais un podcast avec lui. Je connais très Bah, très bien Olivier Olivier. Labou, il était MCU quand je suis arrivé en 2000. Il Ok, était mon responsable en fait de travaux pratiques. Ensuite, il est très vite monté PU et chef de pôle. Euh, et euh, ouais, ces trois professeurs-là m'ont ok. marqué au Et niveau. Olivier Labou, donc, qui est parti président d'université, maintenant il travaille au ministère. Parce qu'en fait, c'est des ascensions, tu redescends jamais en fait. C'est Et ça. il a toujours il a toujours, on l'avait enregistré dans le podcast. Je sais pas si tu as écouté son podcast, mais moi, c'est quelqu'un que j'adore, Olivier. Et c'est un vrai politique, mais avec le sourire et pas un méchant. Tu vois, il est capable de prendre une décision sanglante, mais pour des bonnes raisons, c'est pas un mauvais fond. Et au contraire, quelqu'un que j'aime beaucoup. Et, euh, et moi, je l'ai connu, il était PU avant qu'il parte au Canada. Il a dû partir faire un an à McGill. Et ensuite, il est revenu, il est parti. Lui, son mentor, c'était, comment il s'appelait, Le professeur Hamel, professeur Hamel. oui, Lui qui Henri était pas un Hamel, drôle, hein. quelqu'un très bon, mais très dur aussi. Lui, tu le voyais sur lui, tu sais. Il arrivait, tu te dis, waouh, t'as des mecs comme ça, t'as des gens comme ça, pardon, pas un mec. T'as des gens comme ça, tu les vois arriver, tu te dis, lui, il est bonnard, on va bien se marrer. Et là, tu dis, là, on va pas déconner. Tu sais, Ah non, on va pas déconner, non. tu sais que moi, j'avais un prof d'allemand, je sais pas pourquoi je racontais, monsieur Journeau. J'étais en seconde, le mec, il arrivait dans la salle, tu sais pas pourquoi, une forme de charisme, alors qu'il n'avait pas parlé, il n'avait rien dit, pas de réputation, il arrive, il avait pas, vraiment, tu savais que il fallait pas déconner, quoi. Et puis tu allais en cours de français après à côté, t'avais l'autre qui avait les cheveux comme ça, et là c'était le bordel. Et professeur Hamel, moi je l'ai vu une fois, enfin, il te fige. Moi, il m'avait figé. Alors qu'il me disait que des choses gentilles d'ailleurs. Enfin, c'est pas forcément son fort. Moi, tout ce qu'il m'avait dit, c'est super gentil, mais j'étais tétanisé quand il me parlait. Tu vois, Ah, mais c'est des personnalités quand même, hein. moi, je me souviendrai toujours de le dernier oral de sixième année. Il était responsable euh, de la déontologie. Et il Ok. faisait passer un oral, mais pas dans les salles de cours, dans son bureau de doyen. Tu rentrais dans son bureau, et là, tu rentrais, mais t'avais froid. Exactement. T'as froid. C'est exactement ça. C'est Moi, j'étais, ouf, bon, allez, tout va bien se passer. Alors que j'étais super à l'aise à l'oral, là, c'est le premier oral où j'ai fait, ça va bien se passer, on va se poser. Ah, mais en plus, il hurlait pas, il criait pas, mais c'était un.
je sais pas, un mec monsieur qui en impose, quoi. Et c'est très, très étonnant, ce forme de. Il était très investi au CNEOC, sur les enseignants, etc. Il descendait de la salle, tu savais, il faisait un silence dans l'amphi avec tous les enseignants de France, hein. Tout C'était à fait. vraiment très, très, très impressionnant. Donc tu retrouves ces trois piliers-là, et c'est là où tu trouves une appétence. Parce que finalement, chirurgie et OCE, c'est là où tu retrouves les vraies urgences. En prothèse, Exactement. c'est prothèse cassée, bon, à la limite, c'est pas. Voilà. Mais c'est là où tu retrouves les vraies urgences, c'est en endo et en chirurgie. Tout à fait. Et ce prof-là, en fait, ouais, c'était. J'aimais travailler avec eux. J'aimais travailler quand eux, ils étaient responsables du service parce que voilà, c'était. On prenait les décisions rapidement. Il y avait tout de suite l'action. C'était très intéressant. Moi, j'ai Mm. adoré. Ok. Et donc tu sors, donc c'est là où tu vas faire un passage en tant qu'attaché. T'es assistant ou attaché? Attaché. Attaché, Ok. attaché, sous la responsabilité de Gilles d'ailleurs, Gilles Amador, ok. puisque il était responsable du service. Et donc Alexis Gaudin, il était déjà là ou il était étudiant encore? il était interne à Ah, il l'époque était aussi. interne. Mais il était interne à Toulouse, lui. Interne à Toulouse et ensuite il est arrivé en tant qu'enseignant à la faculté de Et c'est Nantes. ça, il est revenu. Et avec, Lui, il était de Nantes, il était allé faire son internat avec Paul Calas, et il est revenu. Ok. il y a, Et il y a trois promos au-dessus de moi, je crois. au-dessus ou en dessous? Au-dessus, au-dessus. Ah, au-dessus, d'accord, ok. Et Fabienne Pérez, elle n'était pas arrivée encore. Elle a commencé quand j'étais en cinquième année, de souvenir. D'accord, ok. Ok. Et donc là, tu fais tes armes. T'as pas forcément un intérêt majeur pour la prothèse, si j'entends bien? Non, alors la prothèse, c'était la prothèse fixe, j'adorais ça. La Mhm. prothèse adjointe, voilà, c'était pas mon dada. C'était si tu veux, euh, c'était colmater quelque chose et pas pouvoir offrir une solution agréable et confortable aux patients. Donc, j'ai jamais pris beaucoup de goût à ça. Après, en exercice libéral, j'ai pris plus de plaisir puisque c'était Tu plus réhabilites des intéressant. gens quand même. Ouais. Tu réhabilites des gens avec moins de sensations, mais il y avait un autre domaine dans lequel tu aurais pu t'éclater, c'est tout ce qui est prothèse maxillofaciale, les obturateurs, etc., avec l'implantologie. Enfin, ils font des trucs assez étonnants, hein. Assez Ah mais étonnants. ça, tu vois, la maxillofaciale, je suis en sixième année, je suis allé, je faisais partie de ces étudiants qui sont partis du CHU de Nantes pour aller travailler au service maxillofacial de Tours, au CHU. Et là, Ouais. j'ai rencontré un professeur qui était le professeur Goga, et, euh, et je crois que ça a été les 6 pires mois de Ouais. ma vie d'étudiant, où quand il nous a accueillis, il y avait les internes de maxillofacial et puis nous. Et quand il nous voyait, il nous disait, de toute façon, vous êtes les ratés de médecine, donc Voilà. vous êtes silencieux et puis c'est bon, quoi. Et là, je me suis dit, mince, comment on peut dire ça? Et Ouais. j'ai pris en grippe, en fait, le maxillofacial à ce moment-là. Et puis après, Ouais, avec l'expérience et le recul et la maturité aussi, parce que j'étais le petit rebelle d'étudiant, mais après la maturité, le maxillofacial m'a intéressé, Hmm. mais là, Ok. ouais, c'était violent. Et pendant que t'es étudiant, donc on va parler de ce passage à l'UNEC, tu fais toujours du sport ou ça s'est arrêté? Toujours, en fait, on a monté une équipe de foot à la faculté Hmm. de Nantes et une équipe de copains et un peu de bras cassés aussi. Et on remporte en fait le championnat de France des facultés de chirurgie dentaire 5 années consécutives. Donc P2, D1, D2, D3 et T1. Et on remporte, c'est tous les étés et on est champion de France pendant 5 ans. Les autres facs ça les énerve qu'on gagne à chaque fois. Mais voilà, c'est une équipe de potes si tu veux, mais hyper solidaire voilà. Donc ouais, sport Le pendant les karaté, non. Tu arrêtes les arts martiaux. j'ai arrêté totalement. Ok. J'ai arrêté totalement parce que j'avais pas le temps. En plus, les heures, dès qu'on est externe en odontologie à Nantes, c'était jusqu'à 20 heures le soir. Euh, Hmm. on avait Ensuite, des il faut fois des enchaîner. cours après, donc non, Ouais, c'est fini. Et t'as repris après ou pas du tout? pas du tout. Pas C'est du ma tout. femme qui a fait du sport de combat pendant un an à ma place, mais Ah ouais? non, j'ai pas repris le sport Et de combat. ça t'a jamais retitillé? Faut que je trouve le temps. Ouais. Je manque de temps. J'arrive pas trop. Il faut que je me remette au sport parce que c'est un manque. Mais non, j'ai jamais pris le temps de reprendre. T'as des enfants ou pas? Et ben on en a 3.
Et ils trois font du grands karaté? amis. Non, il y a alors le garçon a fait 3 ans de karaté, Ouais. mais il a arrêté directement parce que faire des katas tout le temps, Premier kata dans le maxillaire, ça... c'était la catastrophe. Et maintenant, notre grande de 16 ans fait du tennis, notre garçon 13 ans fait du tennis aussi. Ok. Ils s'éclatent tous les deux. Et notre fille, la petite dernière, elle, qui a 13 ans aussi, c'est une artiste. Elle fait du dessin et Mm. elle est douée comme pas possible. C'est une véritable artiste, mais qui ne le reconnaît pas. Elle te fait des choses qui sont magnifiques, mais Ouais, mais de toute façon, un véritable artiste ne reconnaît, enfin, ils savent que c'est limitant, que ça impressionne les autres, mais moi, j'avais un copain comme ça, où le mec, il avait un don pour le dessin, et il voyait pas ce qu'on lui reconnaissait, en fait. Pour lui, c'était, voilà. Mais c'est énormément, les vrais artistes, ils sont jamais satisfaits, en fait. Jamais c'est ça. satisfaits, c'est toujours améliorable. Et, en plus, moi, c'est une vraie jalousie, parce que je sais pas du tout dessiner, et je trouve ça tellement kiffant de prendre un crayon, un bic, et toi, de faire un crowbar qui ressemble à quelque chose. Et moi, j'avais un prof d'anatomie comme ça qui est arrivé, il était ambidextre le mec, et le premier jour pour calmer la salle, il s'appelait Monsieur Muller, professeur Muller, il dessinait un squelette, tu sais, nous on apprend toujours le côté gauche ou droit, je sais même plus, enfin bon, et lui il dessinait quand il faisait un os, notamment l'os coxal par exemple, il te dessinait les deux os coxaux avec les deux mains comme ça. Moi Totalement. ça m'avait fasciné parce que c'est magnifique. Le Et mec nous, on fait se galère à reproduire un seul. exactement. Toi, tu te galères déjà à imaginer la forme d'hélice du pubis, tu vois. C'est ça. L'autre, il te le fait en 3D, et là, t'es avec ton cahier en train d'essayer de reprendre. Et, ok. Et donc, tu sors de la fac à ce moment-là, Oui, et qu'est-ce qui. Enfin, tu fais tes services en tant qu'attaché, et là, t'es dentiste à Tours dans ton cabinet, c'est ça? tout T'as un à fait. cabinet ou collaborateur? Oui, j'ai mon cabinet en fait. Dès que je suis taisé, 2 jours après, je visse ma plaque et je rachète un cabinet à côté de Tours Ok. en 2007. Donc je suis taisé fin décembre 2006. Je passe au Conseil de l'ordre 2 jours plus tard et début janvier 2007. Et tu rachètes un cabinet où tu avais travaillé, ou tu fais les annonces de l'information dentaire? Parce qu'à l'époque, ça marchait, ça. Non, j'ai travaillé pendant 4 mois en Ok. tant que collaborateur là-bas. Et puis elle avait des soucis de santé, donc elle était à mi-temps et elle m'a dit bon, go. Ok, ouais, elle a dû être contente, elle, hein, parce qu'à l'époque, ça se vendait déjà pas beaucoup, les cabinets, hein. Non, Ça se non, non, vendait ça pas se énormément. Ok. Et là, tu t'éclates, ou tu te dis, ouais, pff, ça va être long, là. Eh Je ben vais trop écoute, faire ça. en fait, un vrai chirurgien dentiste omnipratique. Je faisais ce pourquoi on m'avait formé, Ouais, avec des agendas qui se ouais. remplissent à rallonge, des délais d'attente qui sont énormes. Mais comme c'était en fait la façon dont on nous avait appris et enseigné, Exactement. eh ben t'es le petit hamster dans ta roue Mm. et puis voilà. Euh, mais ouais, je m'éclate. On a un cabinet où on a à un moment donné 3 praticiens, 3 assistantes, donc je dirige tout ça. Donc la partie entre guillemets chef d'entreprise m'occupe aussi. Donc Donc là, ça, attends, juste, tu rachètes le cabinet, tu es tout seul, et tu prends deux collaborateurs avec toi. Enfin, ok. exactement. Et puis 3 assistantes, dont une que je forme. Et je fais ça de 2007 jusqu'à 2019. Et en 2019, tu bazardes tout. Et 2019, alors pour raison aussi personnelle, familiale, à un moment donné, j'arrête. Je coupe 6 mois total. Et, euh, et après, je me fais salarié d'une clinique Ok, pendant. donc c'est là où tu passes en salarié. Et tu arrives à revendre ton cabinet, ou tu le barres? Je le ferme, je Ah, coupe tu le fermes complètement. totalement. Et deux autres, ils font quoi, eux? Les autres, ils font quoi? Bah, ils étaient partis, c'est 1 an avant, mes 2 collaborateurs qui étaient des femmes, en fait, suivent leurs compagnons qui sont mutés. Donc, en moins de D'accord. 6 mois, si tu veux, je me retrouve de 3 à 1, Ouais. à gérer la patientèle Des pour un, trois. de 3. Et c'est là que je fais stop, je peux plus, je veux plus. Et j'arrête et je me pose 6 mois pour. Et là, c'est quoi? C'est un burn-out? C'est quoi? Ou, Ouais, on peut dire ça. ouais, Burnout professionnel et personnel aussi. d'accord. Et c'est là que je remets en
je me remets en question entre guillemets dans mon organisation et dans toute la formation et dans l'organisation d'un cabinet qu'on m'a formé. Je me dis non, je veux plus de ça. Faut que je retrouve, faut que je retrouve un plaisir d'exercer que j'avais perdu progressivement, où j'étais le hamster et j'avais plus du tout envie de ça. Et c'est là que j'ai pris 6 mois en fait à réfléchir à la deuxième partie de ma carrière. Qu'est-ce que je veux faire? Et pour moi, pour me permettre de faire la deuxième partie de ma carrière, il fallait que je retrouve une appétence et que je retrouve ma vocation première de professionnel de santé au service des gens que j'avais perdu quelque part, où c'était un cas par un cas et je voulais changer. Et c'est là que a commencé à émettre en moi et à naître cette envie en fait d'urgence qui a été maturée entre guillemets progressivement. Alors déjà j'avais cette appétence pour l'urgence et le soin immédiat, mais là cette remise en question a fait que c'est là qu'a commencé les premiers prémices du projet et que j'ai organisé ça progressivement. Ok. Et donc, en gros, juste avant le Covid, juste avant le confinement, tu fais un blackout, C'est tu ça. te poses, et là, tu repars en salarié en disant, bon, finalement, c'est cool, je vais avoir des horaires fixes, 35 heures, je finis à 17 heures, plus d'emmerde. T'as tout, Ah, t'as à peu près tout compris. J'avais mon Inch'Allah. J'avais mon mercredi. Mon fils qui était tout jeune me disait papa je te vois pas parce que quand j'étais libéral en fait je le déposais à l'école, je commençais à 7h30, je bossais jusqu'à 18h30. J'arrêtais momentanément mes rendez-vous, je lui donnais son bain, je lui donnais à manger, je le couchais et à 20h30 je redescendais bosser jusqu'à 22h. Enfin, si tu veux, c'était Ah, mais vraiment. t'habitais dans ton cabinet, toi, Oui, j'habitais, en fait, tout le rez-de-chaussée était le cabinet et les 2 niveaux au-dessus étaient ta maison. ma maison. Et le week-end, il y avait le portail qui donnait sur la cour d'accès aux patients. Et je voyais, tu sais, des patients des fois avec leur tête au-dessus du portail. Docteur, docteur, j'ai mal, sauvez-moi. Et là, je faisais. Bah non, là je suis en week-end là. Donc revenez lundi. Et puis il y a certaines fois où t'as bien dormi, t'es en forme et tout, et tu fais allez, venez, je vais vous voir. Et ça, c'était le samedi, c'était le dimanche. Donc c'est pour ça, tu vois, le burn-out est arrivé à un moment Ouais, donné. non, mais tout à fait. Après, c'est marrant parce que ça se fait plus trop, les cabinets dans les maisons, mais Mm, ça s'est fait beaucoup en fait, hein. Euh, Moi, je me souviens, il y avait. Alors, le mec te disait, c'est génial, le matin, je m'habille pas, je me mets en blouse. c'est Mais ça. putain, déjà, quand tu rentres chez toi le week-end, que ça sent le dentiste, moi j'avais du mal. Et puis en fait, ces coupures. Non, mais ce qui est assez intéressant, c'est que moi j'ai eu plusieurs cabinets dans ma vie. Et en fait, je me rends compte que la demi-heure entre le moment où tu sors de ton cabinet et le moment où tu arrives chez toi, elle est vachement salvatrice parce que tu as une espèce de décompression qui fait que tu peux switcher. Alors que je pense que quand tu n'as pas cette demi-heure-là, tu peux pas switcher, quoi. C'était un. Non, et d'ailleurs, je switchais pas. Et maintenant, j'ai une demi-heure, trois quarts d'heure de laps de temps de décompression et ça me permet d'écouter de la musique, d'écouter des interviews et tout. Tu décompresses beaucoup plus Tu facilement. décompresses et ok. Et donc là, tu as cette expérience salariée pendant 18 mois, c'est ça? À peu près. Ok. Dans un grand groupe ou un petit? Un grand Un, groupe? ouais, c'était un grand groupe. On était 8 praticiens. Il y avait 17 salariés en tout. Donc oui, Mais ils en avaient qu'un. Ils avaient qu'un centre ou c'était un groupe de avec un centres? centre, mais ils voulaient se développer un peu Comme partout. tous, ouais. Alors, je sais pas où ça en est maintenant parce que euh, Beaucoup de cabinets à louer. c'est ça. Non, non, mais c'est impressionnant. Quand tu te balades dans Paris, je suis pas un Parisien, mais il m'arrive de me balader dans Paris en ce moment pour des raisons privées, mais et j'avais un copain, Brice Riera, pour pas le nommer, qui il y a 2 ans, un an et demi, voulait monter un cabinet, il m'a dit moi je veux un fauteuil, 4 fauteuils, une CBCT, etc. Je dis, non mais comment tu, il y a des travaux, il me dit non non. Et en fait lui il a chassé les centres dentaires intramuros à Paris qui fermaient, donc qui avaient fermé et qui pour des réseaux de gestion, les mecs ils avaient un plateau technique tout prêt avec des fauteuils, des stabilisateurs et tout. Et donc, il est loué. Je dis, mais ça va, tu vas trouver. Il en visitait un tous les 2 jours. Tous les 2 jours. Ouais. Tous les 2 ou 3 jours, il avait. Et en plus, si tu veux, dans ses critères, hein. C'était vraiment, vraiment étonnant. Il m'a envoyé des trucs.
Alors, toi, dans ces critères, vraiment, il voulait 120 mètres carrés, 4 fauteuils. Il en avait peut-être un tous les 10 jours, mais on lui envoyait tous les 2-3 jours, on lui envoyait une nouvelle. Mais c'est étonnant, vraiment, vraiment impressionnant. Le nombre de structures. Ceux qui s'en sont très bien sortis sont ceux qui ont mutualisé, comme les grands groupes d'Antego, Docali, etc. Mais tous ceux qui se sont pris pour des vrais chefs d'entreprise, vous allez voir ce que vous allez voir, eh ben, ils ont vu, en fait, c'est que c'est pas facile. C'est Tout pas à fait. facile. Et donc, et toi, en fait, tu y vas en tant que salarié ou tu vas en disant, bah tiens, je vais aller voir comment ils font avec l'idée, moi, de faire de l'entrepreneuriat derrière. Un peu des deux. Parce que lors de l'entretien d'embauche que j'ai à ce moment-là, le responsable en fait connaît un petit peu mon vécu et mon expérience professionnelle et il a plus de 60 ans et il cherche aussi quelqu'un pour reprendre les rênes. Donc en fait quand il m'incorpore, il me dit moi j'ai envie de céder donc je t'incorpore aussi pour que tu prennes en fait ma place à un moment Il est, donné. il est dentiste, lui, ou pas? Pas du tout, Pas du tout. il était délégué médical. Et lorsque sa boîte ferme en fait avec rupture de contrat conventionnel et de Un gros licenciement, chèque. il le réinjecte dans ce centre-là. Et, euh, et voilà, donc lui souhaite partir et me confier les rênes. Ok. Donc la promesse est sympa. Moi, avec mon expérience d'entrepreneur, je me dis pourquoi pas, c'est cool. Et puis la lune de miel s'est vite arrêtée. Bah, en fait, c'est le conflit entre le soignant, qui a été indépendant toute sa vie, et le chef d'entreprise qui, lui, lit des tableaux Excel. Ah bah totalement. Mais c'est exactement ça. C'est la gestion était des tableaux Excel. Hmm. Et il n'y avait pas de subtilité de la difficulté de notre profession et tout. Non, c'était notion rendement, rentabilité, tableau Excel à remplir pour être dans les clous. Ouais, ils ont des tableaux de bord, mais comme une entreprise, hein. Enfin, moi, je gère deux autres entreprises. C'est extrêmement difficile parce que quand tu es l'outil de production d'une structure comme ça, et puis surtout si le directeur n'est pas dentiste, il a du mal à concevoir ça. C'est exactement ce qui s'est passé avec James Cohen, qui a fondé Dantego avec son associé. Le jour où ils ont grossi, ils se sont rendus compte qu'il y avait une particularité dans le système, c'est que tu pouvais gérer des centres dentaires. Alors après, on peut leur reprocher tout ce qu'on veut, hein, mais ça, c'est autre chose. Mais moi, je vois comment ils gèrent, mais ils se sont rendus compte très intelligemment que la seule chose qu'ils ne maîtrisaient pas, qu'ils ne comprenaient pas, c'était la production, c'est-à-dire les soins et les dentistes. Et donc, ils se disaient, mais le mec, il peut faire n'importe quoi. S'il me dit que c'est pas possible, ou s'il me dit, je veux une caméra à 60 000 parce que je peux pas faire autrement, il se sentait obligé de le faire en disant voilà. Et c'est comme ça qu'il est allé chercher son père, Philippe Cohen, qui maintenant est grand parodontiste bien connu, qui a arrêté son activité et il a repris, il est devenu directeur médical du groupe. Et c'est lui qui, à un moment, en fait, fait le tampon entre les dentistes et la direction qui est très Excel friendly, en disant bah, ça on peut pas. Et il me disait des fois c'est tendu, hein, même avec son fils, enfin ses représentants, machin. Parce qu'il y a un moment où il dit, bah non, vous pouvez pas faire ça. Vous pouvez pas faire ça parce que c'est pas éthique ou c'est pas possible ou techniquement c'est pas possible. Mais bon, tout délégué médical qui soit, le patron, il sait pas ce que c'est que de soigner une dent. Non, non, c'est clair. Et qu'un composite, ça peut durer 5 minutes, ça peut durer 25 minutes et que c'est pas comme un plat où tu mets 3 carottes, deux choux-fleurs et un morceau de viande qui fait 117 grammes. Non, mais c'est vrai, sur un restaurant, c'est possible. Mais dans le médical, c'est quasiment impossible. Quasiment impossible. Et donc, tu fais quoi là? Tu fais de l'omnipratique ou tu fais que les urgences? Je fais de l'omnipratique, beaucoup, 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 avec des fois un peu d'implanto. Et par contre, je suis celui qui gère les urgences spontanées qui viennent au centre. C'est moi qui les prends en charge parce que les autres n'en veulent pas. Parce que c'est l'urgence, ça a été toujours et c'est toujours le caillou qui vient dans ton planning et que tu sais pas gérer. Et j'étais le seul en fait à dire c'est bon, je peux glisser là, il y a aucun souci. Donc j'étais le chargé aussi des urgences là-bas. Ok. Donc ça dure 1 an et demi, cette histoire? C'est ça. Un peu moins Jusqu'au d'un an, ouais, 15 mois à peu près. jusqu'au jour où tu es obligé de racler les fonds de composite pour boucher les trous et Claude, il te dit, c'est pas au budget, Euh, on appuie. c'est à peu près ça. C'est la commande n'est pas arrivée, et débrouille-toi avec ce que t'as. Ouais. Donc La commande n'est pas arrivée, ouais. Et souvent, c'est que le fournisseur n'a pas été payé depuis 7 mois et que le mec, il a dit, maintenant, c'est fini.
C'est ça. Et à partir du moment où tu as compris en fait comment ça fonctionnait, tu fais bon, allez, c'est Ouais, bon, c'est c'est pas pas comme ça. possible. C'est pas possible. Inversement, t'imagines, le mec, il a 17 dentistes qui lui demandent 8 dentistes qui lui demandent 8 composites différents. Il y a un moment, il dit, bon, les mecs, mettez-vous d'accord, quoi. Mais moi, j'ai connu ça à l'hôpital, hein. Non, J'ai mais connu ça à totalement. l'hôpital, ou alors en plus, à l'hôpital, tu avais des appels d'offres. Le mec, c'est que il décidait du composite ou de la lime que tu allais avoir pendant 5 ans. Oui. Donc, à un moment, tu dis, en 5 ans, ça a changé un peu. Ah ouais, mais c'est pas vos marchés. Et je m'en fous, mais nous, on s'en fout pas. Donc, tu vas prendre ce qu'il y a là. Enfin bon, c'est. Ok. Et donc, tu décides de. Donc, pendant ce temps-là, tu as un projet qui mûrit autour des Alors, urgences ou comment ça vient? la chance que j'ai quand je travaille dans ce centre, c'est de rencontrer en fait une assistante dentaire qui est mon assistante dentaire actuelle puisque je l'ai débauchée du centre. Donc je te laisse penser ce que le directeur Qui est toujours en place, qui cherche toujours un voilà. Donc acquéreur. en fait, je rencontre Lise avec qui en fait je découvre le plaisir de travailler vraiment avec une assistante dentaire à quatre mains. Et elle vient en fait vit dans un désert médical et m'explique en fait que bah, c'est une galère sans nom pour les habitants de son secteur en fait de trouver un chirurgien dentiste, qu'il y a de plus en plus de cabinets qui ferment. Et elle me dit bah tiens il y a une ville en fait qui se trouve à côté de Châtellerault qui crée en fait dans un pôle médical où il y a déjà des médecins généralistes, kinés, infirmiers, sages-femmes ou autres, qui crée en fait un cabinet dentaire. Mais pour l'instant, ils n'ont pas de dentiste. Euh, et là, je me dis, mais pourquoi pas? Pourquoi pas me redonner en fait goût à mon travail en allant dans un désert médical pour aider. Et je lui dis, toi, tu y gagnerais. C'est à 5 minutes de chez toi. Est-ce que ça te tente qu'on y aille? Et en fait, pendant 6 mois, pendant qu'on bossait en fait au centre, nos pauses déjeuner en fait étaient à organiser en fait ce cabinet-là. Donc j'allais en fait à côté de Châtellerault rencontrer l'équipe municipale, faire les plans du cabinet, et en fait on a monté tout ça. Et une fois que c'était quasi prêt, bah, j'ai posé ma démission et puis j'ai débauché la meilleure assistante du Le centre. mec, le lundi matin, tu sais. Oh, Mais l'enfer. oui, l'enfer, ouais. L'enfer. Et là, tu te dis combien de temps ça va durer parce que c'est quoi? T'as un préavis de 6 mois, plus de 3 mois, non? Non, Combien de j'ai temps? un préavis de 3 mois. 3 mois. Là, c'est les 3 3 mois. plus longs mois de ta vie, tu sais ça. Et là, les 3 mois ont été longs, mais longs. En fait, je rentrais, je me changeais, j'allais dans ma salle, je fermais la porte, on ne me voyait pas, je ne bougeais pas. Parce qu'en Et, plus, ton assistante donne sa dème en même temps. et ben, elle donne pas ça d'elle en même temps, puisqu'en fait, vu que c'est pour mutation, elle a un préavis beaucoup plus court. Ah. Donc, Oh elle, putain, elle c'est le donne le deuxième quasiment. effet qui se coule. C'est ça. C'était le deuxième effet qui se coule. Au bout de 2 mois, tu dis, au fait, Bernard, j'emmène madame. Voilà, elle ne servira plus à rien, je suis plus là, donc je l'emmène, hein, ça va te allez, bonjour chez toi, hein. Totalement. Bon Donc, week-end. et puis, on a ouvert ce cabinet-là en août 2022. euh, où là, je découvre ce que c'est que de travailler dans un désert médical. Ouais. Je découvre ce que c'est que de passer après une longue période entre guillemets d'absence de professionnels de santé. Mhm. Et, euh, et c'est là que je me dis, là, faut vraiment repenser en fait ton organisation. Tu peux pas faire entre guillemets du bilan, contrôle, du suivi, de la prévention et tout. Va falloir que tu réinventes un peu. Et c'est là que le véritable concept Urgence commence avec la gestion de soins immédiats, l'ouverture des créneaux et une organisation d'agenda de cabinet Donc ça, spécifique. c'est dans ton cabinet, c'est pas une autre structure. Non, ça c'est dans mon cabinet. J'ai Donc, créé en fait mon cabinet fonctionne comme le concept Urgence est proposé. ok, alors là, on y arrive, c'est-à-dire que j'ai eu un doute quand j'ai fait mon introduction, c'est que Urgence, c'est pas une clinique qui fait que les urgences comme à Paris, ça existe dans de truc 24, Urgence 24, je sais pas quoi. C'est quoi? C'est un réseau? Qu'est-ce que c'est Alors exactement? Urgence c'est un réseau avec un concept d'organisation de cabinet
différent du commun, si tu veux. Ok. C'est pouvoir, en fait, considérer le soin immédiat et l'urgence pas comme quelque chose qui te met un caillou dans ton organisation, mais quelque chose qui permet de structurer ton organisation et de permettre aux patients d'avoir une accessibilité et une prise en charge. Donc, si tu veux, on gère les soins immédiats en 48-72 heures, grand maximum, et notre planning est organisé de telle façon qu'on peut gérer ces soins immédiats et ensuite faire les soins de suite pour une Ok. réhabilitation globale. Donc, si Ok. tu veux, il y a la moitié de l'agenda qui est organisé comme un cabinet classique, Ok. avec réhabilitation globale, plan de traitement, pose d'implants, réalisation de prothèses, dévitalisation ou autre, et l'autre moitié qui est destinée en fait à la prise en charge des soins immédiats et à la gestion de l'urgence. Donc, quand tu dis urgence, et tu inclus la suite d'urgence. Exactement. Voilà, ça, c'est un point extrêmement important parce que, je l'ai dit en off, moi, quand j'étais hospitalo universitaire, on avait la Pitié-Salpêtrière à un service de garde H24, 365 jours par an. Et donc, je crois que c'est entre 120 et 160 consultations jour, donc tout un peu le bordel. Et globalement, ça finit souvent avec c'est des grosses discussions que j'avais avec eux, parce que ça finissait souvent avec une prescription. Les mecs, ils avaient quasiment des ordonnances qui étaient toutes faites, ils rajoutaient le nom. Et moi, je leur disais, t'as une urgence endodontique, tu peux faire toutes les prescriptions que tu veux, tant que tu n'as pas ouvert la dent, ça marche pas, enfin, tu rends pas service aux gens. Et dit, ouais, mais il y a trop de flux, machin, etc. Et surtout, en fait, ce qui se passait, c'est que les mecs, tu lui ouvrais sa dent, il partait, et tu le revoyais 6 mois après avec une cellulite, parce qu'il n'y avait pas eu la suite d'urgence. Et Totalement. donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que toi, tu organises l'urgence immédiate, donc le soulagement du patient, et la suite d'urgence juste derrière. C'est ça, c'est tout ça est planifié. Tout à fait. Ok. C'est en fait, si tu veux, pour remplacer, parce que dans un cabinet, les nouveaux patients sont mis en consultation de premier bilan, contrôle, détartrage. Moi, en fait, l'accessibilité au cabinet, c'est le soin immédiat. Donc tout de suite, le patient, parce que faut quand même qu'on dise les choses. Le patient qui arrive en contrôle, bilan et tout annuel, plus de la moitié, il y a un problème. Il y a une dent cassée, un plomb qui est, un amalgame qui est tombé, un composite qui est tombé, une douleur quelque part. Sauf qu'ils ne trouvent pas, par manque d'accessibilité aux praticiens, ils appellent 50 praticiens, et là ils tombent sur des refus catégoriques. Donc en fait, quand j'ai commencé, je me suis rendu compte que 75% de mes rendez-vous de bilan, il y avait un soin. Et là je me suis dit, mais ça sert à rien en fait de faire du bilan, de contrôle et tout. Si il y a toujours quelque chose à faire, autant que j'organise ma structure en accessibilité de soins pour me permettre en fait de soulager tout de suite, rapidement, et ensuite de programmer. Donc c'est là que vraiment j'ai mis en place cette organisation spécifique, et c'est là aussi où pendant tes études on te dit toujours que l'urgence c'est quelque chose d'absolument pas rentable, parce que justement tu fais des ordonnances, tu fais un acte où tu vas nettoyer mais rapidement et puis faire ne pas finir l'acte, et tu sais pertinemment que vu que tu vas pas le remettre dans ton flux de patient et que tu vas lui dire de trouver un dentiste, bah, la pulpite que tu as soulagée par un eugénate, 6 mois plus tard, il va revenir, mais c'est un abcès. L'abcès que tu as mis l'ordonnance 6 mois plus tard, c'est la cellulite. Et la cellulite que tu n'as pas finalisée ou tu as drainé et mis sous antibio, c'est l'extraction 6 mois plus tard. Donc tu le sais, et ça, je pouvais plus considérer ces actes-là comme un rôle, moi en tout cas de professionnel de santé. Je pouvais pas accepter de me dire ce que tu es en train de faire là, tu vas aggraver la situation. Donc, du coup, en fait, j'ai réorganisé. Et donc maintenant, c'est soins immédiats, donc soulagement et traitement complet autant que possible. Et ensuite, soins de suite. Et une fois que la dent est sauvée, là, tu fais le plan de traitement et tu rétablis, tu fais une réhabilitation globale du Ok. patient. Mais Donc, la moitié des patients, quasiment, ils ont une ou deux dents qui est soit cassée, soit en pulpite. Donc généralement, le plan de traitement est assez simple. C'est finalisation de la dévitalisation, réalisation des couronnes si nécessaire, et ensuite maintenance, puisque le jour où tu finalises, en fait, tu fais le détartrage et le patient, après, tu le réinclus dans un cycle.
Ok. Et donc, pour bien comprendre, donc là, on va pas rentrer dans le détail heure par heure, mais comment ça se passe? C'est-à-dire que tu as des demi-journées où en fait tu fais de l'urgence et Exact. l'après-midi tu fais les suites d'urgence ou les soins ou comment ça se passe? Parce que les urgences, elles sont pas programmées, c'est pas, Elles c'est sont le matin, le programmées, mec qui se réveille avec une pulpite, quoi. c'est 24-48 heures à peu près Ok. de délai de prise de rendez-vous. Donc, si tu veux, c'est par exemple le lundi matin, ça va être réservé aux soins immédiats urgence. Le lundi après-midi, c'est soins de suite. Et j'inverse comme ça. Les patients qui sont disponibles le matin ont deux Ouais. plages dans la semaine. Les patients que dispo l'après-midi, de demi-journée. Donc comme ça me permet de tourner puisque tu sais que tous ceux qui travaillent entre guillemets En dans le équipe, ouais. travail public ou les artisans le vendredi après-midi, ils ont eu mal toute la semaine et le Mm. vendredi après-midi ils coupent, donc c'est là qu'ils sautent sur leur rendez-vous. Et puis le patient qui s'est cassé la dent le vendredi ou qui a souffert bien le Le samedi, le week-end, dimanche, ouais. Mm. le lundi matin, il demande qu'une seule chose, c'est aidez-moi s'il vous plaît. Ouais. Et donc, en fait, là, donc tous les jours, tu as des créneaux de combien d'heures de gestion d'urgence, enfin de primo-accédant en Grosso, urgence, dans lequel il doit y avoir quand même des urgences relatives, mais toi, tu les considères toutes les mêmes, en fait. oui, grosso modo, c'est 4 heures à 5 heures par jour ouais, 4 heures, 4 heures et demie, ouais, de soins immédiats d'urgence. Ok. Et c'est quoi? C'est des créneaux d'une demi-heure? C'est des créneaux de plus courts? Ça dépend? Non, alors ça dépend. Pareil, c'est l'urgence n'est jamais une urgence si tu veux où tu ne sais pas ce que tu vas devoir faire. Donc j'ai sur notre site en fait de prise de rendez-vous, j'ai un questionnaire qui est assez Mhm. précis, Mhm. mais accessible en fait à la population, où c'est des mots simples. Euh, Mhm. où ils me répondent et comme ça me Et tu permet les classes. d'avoir à peu près la localisation de la symptomatologie. Donc le diagnostic il est quasiment fait avec ce questionnaire et ça me permet en fait d'ajuster mes rendez-vous et de donner les bons créneaux. Si tu veux, si Donc, on en fait, comment ça se passe? Le patient, il se connecte sur ton site, oui. il remplit un formulaire. Là, tu as un truc, soit un humain, soit l'IA qui te dit, bon, bah, 4 sur 5, 5 sur 5, 2 sur 5. Et en fonction de ça, c'est vous qui rappelez en proposant un créneau ou en imposant un créneau. Comment ça se passe? Alors soit il a l'accès en fait au À planning, l'agenda? il peut Ok. prendre en fait, il peut prendre son rendez-vous et moi en fait je suis informé euh, par mail du questionnaire. Donc là je retourne sur l'agenda et je réajuste le temps. Ok, d'accord. Donc ce qui me permet de savoir. Mais par exemple la couronne décellée, si tu veux, c'est généralement si je vois j'ai perdu une couronne. Gentiment, je dis au patient, ce n'est pas un rendez-vous d'urgence. Par contre, je peux vous caler là. Je prends vraiment l'urgence douleur réelle. Je fais une sélection quand même. D'accord. Et donc ça, c'est géré comment? Par ce formulaire, et donc tu as quand même de l'humain, ou est-ce que tu as des outils à base d'IA qui sont capables, parce que ça, a priori, c'est tout à fait, même à Alors la limite, j'ai les comment? deux. J'ai Ah, les t'as les deux. deux. Ok, ok. L'IA fait une présélection et entre guillemets, me dit, alors, ça confirme ce que je pense quand je lis le questionnaire, hein, mais Hmm. puis tape c'est Mais tu as ou une autre, validation humaine derrière quand même. mais j'ai la validation humaine. Ok. Et donc, ça te permet, et tu travailles tous les jours? Non. Alors, je fais pause le mercredi, ou le mercredi, je me consacre Sauf à au la retour de gestion. vacances de Noël. Exact. Moi, je dis Exact. ça parce on devait enregistrer le podcast le premier mercredi après le retour des vacances de Noël. Et là, ta femme nous a appelé, ou tes collaborateurs d'ailleurs, je sais pas qui, C'est ma ça va femme. pas être possible. Non, Retour de vacances, on a chargé le mercredi. c'est ça. Bah, j'ai eu la mauvaise idée de prendre une semaine de vacances. Et, euh, Ouais, et en là, fait, non, mais on n'y pense pas à ça, mais c'est-à-dire que quand tu crées un service public, quelque part, tu rends vraiment un service, c'est que tu te retrouves à dire bon, comment je vais faire pendant les vacances, comment je vais faire. Ou alors, il faut que tu trouves un remplaçant qui accepte de faire que les urgences. C'est compliqué quand même. Parce que là, tu offres un service, tu es obligé de l'assumer jusqu'au bout. tout à fait. Et là, on a la chance, justement, c'est chouette qu'on se voit et qu'on discute aujourd'hui parce que en début de semaine, en fait, la société et mon cabinet a trouvé un
un nouveau praticien, donc le Urgence s'agrandit et on accueille un deuxième praticien au sein du cabinet qui va travailler Donc avec lui, moi. il sait, et tu peux lui donner les dates où il va pas être en vacances. Il est au courant de ça, le jeune. Exactement. Maintenant, on va pouvoir s'organiser. Et puis, c'est un étudiant qui était à Bordeaux, qui a été notre première faculté, en fait, où on a Le été rattachement. présenté la société, où on a été super bien accueillis par les étudiants de sixième année. On a eu un échange qui a été génial. Et c'est un étudiant de Bordeaux, en fait, qui vient travailler avec moi parce qu'il avait envie qu'on travaille ensemble et pour euh, pour l'accessibilité des soins immédiats. Donc c'est super chouette. Là, je suis Alors, avec Catherine, ma femme, on est heureux. et donc, Catherine, ta femme, est également la cofondatrice d'Urgence Ah, c'est ou même la présidente. comment? C'est la présidente même de la société. Ah oui, toujours. La femme est toujours présidente. Nous, on Ah, est, elle gère tout. elle gère tout. Et tu te fais engueuler quand tu ramènes pas les tickets de facture. Tu sais ça? Tu sais, tu dis, il y a des dépenses avec ta carte bancaire. Ah bah, et tu sais, j'ai arrêté ça, hein. La carte bleue, elle est même plus utilisée parce que les tickets, je les paumais à chaque fois. Ouais, en fait, c'est toujours le même modèle. C'est toujours le même modèle. Tu as madame qui est présidente de la chose et qui souffre avec nous, et toi, tu arrives et tu as une idée à la minute. Tu dis, tiens, en fait, on va faire ça. C'est Et, ça. elle a la comptabilité, elle dit non, on va pas faire ça. Et tu as pourri ton week-end, en fait. Donc, voilà, on a bien compris. Donc là, tu parles de la société urgence. Donc, société urgence, URGENS, ça n'a rien, enfin, c'est une entité différente de ton cabinet, on est bien d'accord. C'est ça. Mon cabinet, en fait, travaille pour la société Urgence. Mais qu'est-ce que c'est cette société? C'est une société d'organisation? Alors, Euh, il y a plusieurs casquettes. Il y a toute une partie administrative, juridique et comptable pour tous les affiliés. En fait, dès que tu vas avoir un contrat d'embauche, un contrat de fournisseur ou tout autre contrat, là, c'est la partie administrative qui gère. Si tu as un conflit avec un patient, un fournisseur ou tout autre et qu'il y a une partie juridique, là, pareil, tu transmets en fait à notre service juridique. On a le service comptable qui est aussi. Donc ça, c'est la première partie entre guillemets administrativo-juridico-comptable. Il y a une partie formation où ça, c'est mon rôle le mercredi pour la société où je vais dans les facultés pour faire des conférences pour présenter l'organisation de notre société, du modèle économique des cabinets Urgence et aussi une plateforme logistique entre guillemets de conseil puisque là j'ai deux étudiants qui sont en sixième année qui font des remplacements et des collaborations et quand ils ont des problèmes de cas cliniques ou autres, ils me les soumettent et je les aide entre guillemets comme un enseignant ferait à les aider à les driver. Donc il y a cette casquette là aussi et puis donc les cabinets. Donc ok. Urgence, Et c'est alors, une organisation globale qui permet en fait d'associer une protection administrativo-juridico-comptable, d'aide aussi à l'installation puisqu'on aide les jeunes chirurgiens dentistes à s'installer dans les déserts médicaux, donc à faire les dossiers administratifs d'obtention des aides à l'installation, gérer les bails, les baux commerciaux ou baux professionnels, de gérer les contrats de leasing pour voir si les boîtes et les grosses structures que je ne citerai pas te mettent des clauses qui sont valables ou autres. Donc on les aide en fait à l'installation, on les aide à la formation à la formation continue post-universitaire. Voilà, c'est une ok. offre Donc globale. c'est vraiment c'est presque une société de coaching en fait. C'est quoi? C'est une affiliation? Vous avez ou comment on appelle ça? Une franchise en fait? Alors, franchise, dans notre métier, on n'a pas le droit, T'as mais pas le droit. Enfin, ok. c'est oui, un réseau comme une licence de marque entre guillemets, où oui, c'est du coaching et coaching global et Mais service. donc tes affiliés, c'est-à-dire que eux, ce qu'ils viennent chercher, c'est vraiment une aide à l'installation, ou c'est vraiment et vous allez évaluer si ils rentrent dans le concept de la prise en charge de la gestion des urgences. C'est ça. C'est Donc, les affiliés, en fait, si tu veux, rentrent et là ont toute l'aide de coaching pour leur installation et pour les suivis de l'installation. Un coaching aussi en tant que
profession. Mais par contre, en contrepartie, ils doivent rester dans le cadre, le cahier des charges en fait d'un cabinet urgence avec cette idée première qui est l'accessibilité aux soins et la gestion des soins immédiats en priorité. Donc, en fait, mon modèle, si tu veux, de cabinet, je le transfère en fait dans un cahier des charges que l'affilié va suivre, ensuite réadapter en fonction de ses goûts, mais voilà, avec une notion qui est vraiment la gestion du soin immédiat. Ok. Et donc, globalement, un affilié, il va venir chercher un soutien à l'installation. Et derrière, il pourrait dire, bon, ben maintenant, je sais faire et c'est fini. Ou est-ce que vous avez un contrat renouvelable et Alors, on a un contrat renouvelable, mais qui n'emprisonne pas, entre guillemets, l'affilié. C'est, d'accord, s'il veut partir, il part. s'il veut partir, il part. Et on, avec Catherine, on s'est dit, voilà, c'est le risque, et beaucoup de personnes nous ont dit ça justement, mais vous allez leur donner toutes les armes à vos affiliés, ils vont pas renouveler et continuer leur carrière. Mais si on permet en fait, tu vois, c'est une formation initiale à la faculté, c'est t'as tes enseignants qui te donnent en fait un modèle d'organisation, des conseils et tout, et que tu suis généralement en fait dans ta carrière professionnelle. Et on se dit que si entre guillemets nos affiliés on leur donne une façon de travailler qui leur évite en fait d'être l'hamster dans la roue et que ensuite ils s'en vont mais qui continuent à s'organiser Oui, comme toi, ton objectif, il est atteint, en fait. voilà, moi mon objectif en fait c'est oui, avoir le plus d'affiliés possible, mais l'objectif premier c'est quand même C'est pour santé publique. nos concitoyens en fait d'avoir une accessibilité aux soins et de pouvoir être soignés. Donc Mm. plus en fait on a d'affiliés chez Urgent, plus on est heureux, ça c'est clair. Mais si ces affiliés-là, à un moment donné, volent de leurs propres ailes et puis diffusent entre guillemets le modèle, mais de façon totalement libre, c'est tant mieux pour les patients en fait. Plus on sera nombreux, c'est un des slogans que je dis aux étudiants. Je peux pas faire tout seul. Dans mon Mm. cabinet, je peux pas être entre guillemets le héros à gérer en fait les soins immédiats. Et plus on sera nombreux, plus on sera fort. Et plus on sera fort et nombreux, meilleur sera de l'accessibilité aux soins. Et moi, mon but, c'est ça, en fait. Ok. Et donc, il y a quand même un point, tu l'as abordé tout à l'heure, c'est le caillou dans la chaussure, et puis surtout la rentabilité. C'est comment, est-ce que financièrement c'est gérable dans un cabinet d'omnipratique, enfin dans un cabinet libéral, et si oui, quels sont les quotas entre guillemets, c'est-à-dire quel est le nombre de créneaux de primo-consultation auquel tu dois te limiter par semaine pour pas, parce que c'est bien de faire le Robin des Bois, mais enfin si derrière le frigo il se remplit pas, que tu peux pas payer le personnel ou que tu es obligé de pas avoir d'assistante parce que voilà, c'est que bon 4h30 en imaginant c'est demi-heure, une demi-heure par consultation en moyenne, donc ça fait 4 heures, ça fait 8 urgences, on va dire 10 urgences dans la matinée à 23 balles, tu as gagné 230 euros. Et ben justement, c'est là que mon rôle, entre guillemets, de coaching arrive, c'est que je ne code jamais 23 euros. Jamais. Ok, Ça ne m'arrive pas. C'est ce que je leur explique, justement. Dans notre formation, on nous a toujours dit l'urgence, c'est 23 balles. c'est une Donc, consultation, ouais. Ok. voilà, c'est une consultation. Pourquoi? Parce que on fait entre guillemets. Alors, je vais être encore Provocateur. pas politiquement correct, mais on Mm. fait de la bobologie et on met un pansement sur un problème et on ferme les yeux. Non, c'est le patient qui arrive en pulpite. Je vois pas pourquoi on nous dit que ça coûte 23 euros si c'est une incisive, une canine ou une prémolaire. On peut et c'est ça que j'explique à mes étudiants, c'est on peut faire la pulpectomie et terminer la dent. C'est à Mm. un moment donné, il faut juste euh, garder son calme, avoir être structuré en fait dans son raisonnement et dans son organisation, que l'assistante te connaisse et connaisse entre guillemets ce qu'elle doit préparer. Mais si tu lui dis ça y est, pulpec, on y va, c'est une méthodologie et c'est justement ce Mm. que je leur apprends, c'est la méthodologie pour que l'acte ne fasse pas un 23 euros, mais fasse ta demi-heure, fasse un acte complet et que la dent, elle soit finalisée. Mm. Et ça,
Je l'ai montré, il y a des étudiants qui m'ont posé des questions en me disant, mais ça, tu fais ça en combien de temps? Je fais, si tu te gères bien, c'est-à-dire, t'as déjà le diagnostic, dans le matériel, il est déjà prêt par ton assistante. Au moment où tu fais ton anesthésie, que tu prends tes radios et tout, tu perds pas de temps en fait à t'organiser, à réfléchir de comment je vais faire, attention. Non, c'est comme un acte en fait qui est programmé. Ouais, alors ça, c'est vrai quand tu as de la bouteille. Mais un étudiant qui sort de la fac, il est pas en mesure de faire C'est un pour ça traitement. que justement là j'arrive en tant que coach, c'est-à-dire que l'étudiant qui crée son cabinet, quand il s'affilie en fait au réseau Urgence, moi je prends en fait du temps initial pour avant qu'il ouvre son cabinet, je le fais venir dans le mien. Hmm. Là, je lui montre, je lui apprends, je le mets en fait en situation et je lui montre comment s'organiser. Parce que tout est une question d'organisation. Mais c'est C'est sûr. clair que par contre, si tu glisses entre guillemets la pulpite entre deux chirurgies où tu t'es galéré sur la première, où tu as perdu du temps, et la deuxième, t'essayes. Là, c'est clair, c'est le caillou. Ça, Hmm. c'est obligatoire. Par contre, si tu la planifies au moment clé, c'est-à-dire par exemple, c'est bête à dire, mais quand tu poses une couronne, tu sais que Hmm. le rendez-vous de ta pose de couronne, c'est à la rigueur, tu vas faire une correction de tes points de contact, une correction occlusale, mais si y passes une demi-heure, c'est que la Oui, prothèse n'a pas été bien, donc faut la renvoyer. Tu hmm. vas pas te prendre la tête pendant une demi-heure à poser une couronne. Donc ces rendez-vous-là, c'est là que tu peux glisser quelque part un autre rendez-vous si tu as le temps. Mais entre deux chirurgies, c'est pas les moments. Et quand ils sortent de la fac, c'est justement là où ils ne comprennent pas, entre guillemets, cette importance-là, c'est l'organisation. Pour eux, en fait, ils commencent directement comme le hamster, c'est-à-dire mon rendez-vous de 9h, mon rendez-vous de 9h30, mon rendez-vous de 10h, mon rendez-vous de 10h30, et ils voient pas, entre guillemets, Hmm. leur organisation. Donc moi, je leur apprends une organisation, une méthode. J'ai aussi mes 2 salles de soins Voilà, c'est ça. C'était ma ouvertes. question. C'est combien tu as de fauteuils? Sur Alors, combien de fauteuils tu travailles? j'ai 2 salles qui sont miroirs totalement. C'est-à-dire que je peux aller dans la numéro 1, la numéro 2, je perds pas mes repères. Bah, C'est-à-dire que jusqu'à lundi, c'était le cas. Là, ça va être compliqué. Tu vois, il y a quelqu'un sur le deuxième. Oh, pardon. c'est mes deux cabinets sont vraiment miroirs. Le matériel est le même, l'organisation des tiroirs C'est les de mêmes. Oui, mais là, puisque tu as un nouveau qui vient, il va prendre le deuxième fauteuil, ou alors vous allez travailler en quinconce. c'est justement, lui va travailler le jour où je travaille pas le mercredi en plus, et Mhm. sa journée de pause va être le vendredi, donc en fait on va être deux, mais ce qui va permettre aussi moi de ne plus avoir ce doublon entre guillemets de fauteuil à gérer. Donc Non, parce que par exemple, si tu veux, il y a une organisation quand tu es sur deux fauteuils. Nous, en endo, par exemple, tu fais une chirurgie endo, l'anesthésie, il y a une règle, c'est on fait l'anesthésie, on attend 15 à 20 minutes pour que ça diffuse, etc. Et en fait, moi, actuellement, on n'a qu'un fauteuil avec mon associé. Et donc, moi, je travaille peu, mais c'est vrai que c'est frustrant parce que tu as 20 minutes, tu attends, quoi. Alors que on aura un deuxième, on pourrait faire une consultation, on pourrait faire. Voilà. Donc, le travail sur deux fauteuils, il a cette image de hyper stressant, t'es en stress tout le temps. En fait, non, c'est un deuxième fauteuil, il permet aussi de voir quelqu'un un petit peu en urgence ou une retouche. Voilà, et ça, c'est effectivement. Et ce que tu dis sur la gestion de l'agenda, alors moi, je coach mais des endodontistes uniquement, justement des gens qui passent de l'exercice demi-pratique à l'exercice exclusif. Et en fait, on a une formation qui s'appelle Endo Coaching, qui est un bootcamp qui va être lancé là, début mars maintenant. Il y a 6 modules et j'ai fait un module complet sur la gestion de l'agenda. C'est-à-dire que il y a des. Alors nous, on raisonne un petit peu différemment, mais on a des heures de production et on a des heures administratives, enfin des non productives. Donc en fait, l'idée est de trouver un bon réseau, un bon équilibre en tout ça, en expliquant que par contre, quand tu es un non productif, c'est nécessaire parce que sinon, le non productif, tu vas le faire pendant le productif et tu vas baisser le productif. Et donc, exactement. voilà, donc il faut mieux avoir un soin d'1 heure et quart, un creux d'1 quart d'heure qui va être un créneau éventuellement tampon où tu vas pouvoir faire de l'administratif, plutôt que de se dire j'ai 1 heure et demie et de vouloir glisser l'administratif là-dedans, qui te bousille la tête et puis tu n'es plus à ce que tu fais, etc. Donc la Tout à fait. gestion de l'agenda, c'est vraiment, vraiment un truc. Et puis bon, effectivement, encore maintenant des agendas électroniques où tu peux faire des rendez-vous de 40 minutes, mais moi, je me souviens quand j'ai commencé, on avait des agendas au crayon papier. En papier, oui.
c'était l'enfer. C'est ça. C'est Et l'enfer. puis il y a un deuxième conseil, parce que la gestion de l'agenda est une clé fondamentale, mais c'est ce que j'explique aux étudiants aussi, c'est la gestion d'eux-mêmes. Mhm. C'est-à-dire que on est deux praticiens tous les deux. Toi, tu vas faire un acte en une demi-heure, trois quarts d'heure, que moi, je vais peut-être prendre une heure pour le faire. Et puis, il y a d'autres actes où je vais mettre 20 minutes quand tu vas mettre une demi-heure. Mhm. Et ça, les Mhm. étudiants, quand ils rentrent, entre guillemets, en remplacement ou en collaboration dans des cabinets, généralement, leur agenda, en fait, est organisé par l'assistante ou la secrétaire, voire par le praticien. Mhm. Et Mhm. c'est ce qui les met dans une situation de stress et d'inconfort professionnel complet, à t'en dégoûter trois quarts des jeunes Mhm. praticiens. Et c'est ce que je leur dis à chaque fois. Je leur fais, oui, votre agenda organisé, mais par vous-même. Et quand vous savez que cet endo-là, il vous faut trois quarts d'heure pour la faire, c'est trois quarts d'heure pour la faire. C'est pas une demi-heure et décidé par quelqu'un d'autre. Donc, il faut Mhm. savoir aussi se connaître soi-même. Et c'est ça aussi que je dis lors des coachings, c'est je peux vous dire que moi, par exemple, l'endo sur la 21, je vais mettre 20 minutes pour la faire. Mais ça, c'est moi. Vous, il va peut-être vous falloir une demi-heure, 40 minutes. Mais Mhm. si vous faites comme moi 20 minutes et que vous finalisez pas votre soin, là, c'est clair. Et c'est l'enfer. Ça coûte 23 euros. Mhm. Et vous allez Et devoir, c'est 2 fois 20 minutes. et c'est deux fois 20 minutes. Parce qu'il faut réinstaller le patient, remettre la Et tu bille, machin. restérilises et tu ressors du matériel. Et là, en plus, vu qu'on t'avait dit de faire l'endo en 20 minutes, ton assistante, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tout Tout déballé. sorti. Mhm. Et là, tu restérilises et Oh, tu l'enfer. donc c'est l'enfer. Donc non, c'est organisation de l'agenda et gestion aussi de ses compétences à soi. Et ça, c'est Ok. fondamental. Et donc là, Urgence, c'est une société, c'est une SAS, c'est une société C'est complètement une autonome ESS. qui est en fait une société de coaching, d'organisation, euh, qui est assez originale sur le deck, en fait, sur l'idée faites de vos urgences la porte d'entrée plutôt que la première consultation, alors que finalement, quand tu regardes tous les autres coachs, c'est la première consultation, prenez 50 minutes, faites un gros plan de traitement. Tout à fait. Et je On s'est mis totalement au. c'est marrant, c'est intéressant. Et en gros, vous avez lancé ça quand? Eh bien, on a lancé ça maintenant il y a un an, puisque c'était en janvier 2025. Ok. Puisque Et comment vous avez vos premiers affiliés alors? alors, c'est pour être transparent avec toi, moi j'ai travaillé selon le modèle d'Urgence à partir d'août 2022. J'ai rencontré ma femme à ce moment-là et on a tout de suite évoqué l'idée en fait de créer cette ESAS, cette société pour diffuser en fait, parce que quand je lui en ai parlé, elle me fait c'est génial, mais seul Mm. tu n'y arriveras pas, donc il va falloir diffuser et ce projet-là est absolument génial. Donc moi j'avais pas cette vision-là, si tu veux, professionnelle. J'organisais mon cabinet et je voyais pas ce côté généralisation du système qu'elle m'a mis. Mais par contre, c'est ce qu'elle m'a dit tout de suite. Elle m'a dit, pour qu'on soit crédible, il va falloir aussi que tu me montres des bilans économiques pour justement, quand il y a quelqu'un qui te dit l'urgence n'est pas viable, n'est pas rentable, et tu vas couler ton cabinet, qu'on puisse lui sortir en fait des bilans économiques en lui montrant si ça l'est, c'est viable, et si tu fonctionnes comme on fonctionne nous avec les conseils qu'on te donne, ton cabinet sera viable, rentable et périn. Donc du coup, en fait, 2022, 2023, 2024, j'ai fait mes 3 premières années d'exercice selon ce modèle-là. Le modèle économique a été montré très viable. Et donc là, on a créé la société. Durant les 6 premiers mois, on a été en contact avec tous les ARS et toutes les CPAM des départements et des régions. Ça a duré 6 mois, l'histoire. Et Où pourquoi parce que vous vouliez avoir des partenariats avec eux ou parce que Alors non, c'était une histoire surtout de légitimité et de ne pas faire quelque chose dans le dos des organismes et des ordres et d'avoir entre guillemets euh, leur euh, leur accord, si tu veux. Ok, C'était pas pour ouais. avoir des partenariats parce qu'on savait de toute Pour façon. qu'ils viennent pas t'emmerder derrière. C'est ça, c'était juste, voilà, on se présente, voilà notre projet, notre organisation et tout. Et c'est pour ça qu'en plus, on a modifié un petit peu, puisque initialement le projet, c'était les soins immédiats totaux.
Mhm. Et en fait, la Caisse nationale d'assurance maladie nous a dit non, on veut des cabinets, oui, pour les soins immédiats, pas de souci, mais par contre, on veut de la réhabilitation globale, donc va falloir du soin de suite. Donc c'est là qu'on Ok. a réajusté aussi. Donc pendant 6 mois, on a fait ça, et ensuite en juin 2025, et c'est là qu'on a été au contact des étudiants. Donc pendant 6 mois, on a prospecté, et là on continue en fait de prêcher la bonne parole entre guillemets dans les facultés, être au contact avec les associations étudiants et les doyens des facultés, où on a fait déjà Strasbourg, Clermont-Ferrand, Bordeaux. Là, on a Lyon, Montpellier, Marseille, Rennes, qui sont nos futurs lieux de conférence. Ah oui, donc en fait, vous arrivez à... Toi, tu vas les chercher tout de suite à la fac. Exactement. On va les chercher, leur présenter le projet. Donc, on parle aux quatrième, cinquième, sixième année et aux internes. Et là, à Bordeaux, par exemple, en juin, on a eu 19 étudiants de la promotion qui étaient intéressés, avec qui on est en contact. Et là, tu vois justement un des 19 Qui vient, rentre. qui recouvre... ouais. Il y a un deuxième qu'on a retrouvé vendredi à la cérémonie de remise des diplômes de Bordeaux, puisqu'on s'est déplacé, et qui là en fait, moi, va rentrer dans la période vraiment de coaching et qui va venir au cabinet. Donc il va aller lui ouvrir son cabinet dès qu'il est aisé dans la région de Bordeaux, Mhm, en zone mhm. sous-cotée. Donc voilà, on est en train de diffuser, donc c'est les prémices. Mais on a un très bon écho, un super accueil. Les Bah, étudiants, c'est-à-dire qu'en fait, oui, c'est d'abord, tu vas avoir un super accueil sur le terme de la santé publique, parce que bah, vous rendez service. Tu as des étudiants qui sont paumés parce qu'ils sortent de la fac, et effectivement, on leur dit toujours, on reproche toujours à la fac de ne pas préparer les gens à devenir dentistes libérales, mais c'est pas leur job, parce qu'ils ne le sont pas eux-mêmes, et que c'est vraiment un métier complètement à part. Mais donc, il faut bien que quelqu'un fasse le job. Moi, ce que j'ai toujours regretté d'ailleurs, c'est que le Conseil de l'ordre ne fasse pas ce job. Pour moi, c'était l'accompagnement, de la même façon que les avocats se font accompagner par les chambres d'avocats, par qu'on appelle ça, les chambres d'avocats, enfin leur conseil de l'ordre, qui assurent même leur formation. Un avocat, quand tu regardes bien, j'ai déjà dit souvent, un avocat, il va faire ses armes juridiques, son apprentissage de base à l'université, ensuite il passe le concours d'avocat, et l'école d'avocat, elle est gérée par le barreau. Elle n'est pas gérée par l'université. Il n'y a que à la fac où il n'y a que en dentaire, médecine et pharma, où le diplôme un diplôme professionnel est délivré par l'université. Sinon, ça n'existe pas. Les juges, ils ont les écoles des juges, les huissiers, ils ont une école interne, les infirmières, ce sont des écoles, les vétérinaires, ce sont des écoles, tu vois, qui ont ensuite des passerelles avec l'université. Mais le côté professionnel, et moi, j'en ai jamais voulu à l'université de ne pas pouvoir former des gens à devenir entrepreneurs, puisque c'est pas un entrepreneuriat lui-même. Quand tu es formé par des avocats qui ont les mains dans le jus tous les jours, eh ben, ils vont avoir un discours, certes, basique, fondamental. Moi, quand je dis, par exemple, il faut mettre la digue, on met la digue, c'est parce que je la mets au quotidien dans mon truc. Mais effectivement, le message ne passe pas de la même façon que quand tu as un universitaire qui voit un patient tous les mois et qui te dit, il faut mettre la digue et une endo doit durer 2 heures et quart. Le mec, il n'est pas crédible. Non, mais il n'est pas crédible. Si moi, tu me dis, est-ce que je peux faire une endo en 20 minutes, je vais dire non, je vais avoir du mal. Si je peux la faire en une demi-heure sur au moins une prémolaire, oui, c'est techniquement possible. Ça va demander de la bouteille, mais ça va être possible de le faire. Donc, globalement, ce qui est assez intéressant, et effectivement, la deuxième chose, c'est que ces étudiants, ils pourraient très vite basculer sur des coachings type Binas, Cyril Gaillard, etc. Mais c'est vachement lourd, en fait. Tu peux pas commencer à dire, tiens, je vais m'acheter une Cadillac quand tu viens juste d'avoir le permis. c'est ça. Donc c'est bien si vous avez trouvé une offre qui se met entre les deux, qui est un accompagnement à l'installation finalement, et qui répond à une demande de santé publique. C'est intelligent le truc, c'est intelligent. Voir après si c'est viable sur le long terme et comment la société peut vivre. Donc si jamais il y a des gens qui nous écoutent, qui sont des étudiants, qui ont déjà 1 ou 2 ans de collaboration, qui veulent se lancer et veulent vous rejoindre ou avoir des informations, comment ça se passe? Il y a un contact, il y a un site internet. Alors, il y a le site internet Urgence, Donc qui est c'est urgence.fr, c'est ça? urgence.fr, tout à Donc fait. urgens.fr, ok. Exactement, où en fait tu as donc
une double casquette. C'est la prise de rendez-vous pour les patients et tu as côté praticien la fiche de contact où là ils renseignent en fait tout leur le nom, prénom, leur adresse mail, numéro de téléphone. Je crois aussi de souvenir, parce que ça c'est pas moi qui le gère cette partie-là, c'est Catherine qui gère ça. Il y a la faculté d'origine et le niveau d'études. Donc ensuite elle reçoit le lien et puis elle rentre en contact avec eux. Et c'est là que tout commence au niveau du coaching. Donc un étudiant par exemple de sixième année, soit en fin de sixième année, nouvellement diplômé, en cours de thèse ou thésé, peut rentrer en contact directement avec nous et nous dit clairement, voilà, moi je suis de la région, je sais pas, de la région Tourangelle par exemple, je souhaite installer mon cabinet, ça fait 1 an que je suis en collaboration, mais ça y est, je veux voler de mes propres ailes. Et il nous donne un secteur, et Catherine, en fait, après, gère toute l'organisation du dossier, l'accompagnement. Moi, je suis là pour gérer toute le coaching professionnel, et, euh, et ça avance comme ça. Et là, Ok. on a là Et là, quelques ce qui est assez étonnant, parce que pendant que tu me parles, je me suis connecté sur le site. Donc, moi, je suis patient de Marseille. Je remplis ça, mais je vais pas avoir un rendez-vous à Tours. Comment ça se passe? Alors non, quand justement, moi dès que je reçois par exemple un rendez-vous, une prise de rendez-vous, tout de suite je réponds que mon cabinet pour l'instant est dans cette zone-là. Et quand on aura entre guillemets le maillage total du territoire, là il y aura une géolocalisation, c'est-à-dire que par exemple un patient du Rhône dans le département de Bouches-du-Rhône, et ben le plus proche dentiste en fait tout de suite il sera Ok. informé. Et ça, le Conseil de l'Ordre était ok avec ça? Oui. Ok. Alors, Intéressant. tout simplement parce qu'en fait, on a expliqué au Conseil de l'Ordre, parce que le Conseil de l'Ordre, tout de suite, première chose qu'ils nous ont dit, Tu fait de la pub? c'est ça va être, alors, un, pub, et on leur a dit, c'est pas de la pub, ce n'est absolument pas de la pub. C'est, si vous considérez ça comme de la pub, les médecins étant exactement comme nous, SOS médecins a été autorisé par le Conseil de l'Ordre des médecins. Donc, Hmm. ce n'est pas de la pub. Et au contraire, les médecins généralistes sont très contents d'avoir cette structure-là que en Ouais. soutien. Donc, ce n'est pas de la pub. Et on se défend de ça. Enfin, la différence près avec SOS Médecin, c'est que SOS Médecin est une société enfin, c'est un truc indépendant qui gère les urgences, mais tu les amènes pas dans le cabinet, en fait. Si tu veux, là, la subtilité, c'est que là, et je sais que le Conseil de l'Ordre, alors, je prends pas leur défense, hein, très très loin de là, je sais que le Conseil de l'Ordre a toujours peur de ce truc, je me fais de la pub. Inversement, si tu te fais de la pub en prenant une urgence, une pulpite irréversible sur une 47, putain, t'as le droit de faire de la pub quand même. Alors, par contre, ça, c'est ce qu'on a répondu au Conseil de l'Ordre, et ça, je tiens vraiment à ce que ce soit clair. Nous, on fait pas du détournement de patientèle. C'est-à-dire Hmm. que le but, pour nous, c'est de permettre aux personnes l'accessibilité aux soins. C'est-à-dire que euh, Monsieur X envoie un message, il a un problème dentaire, on le prend, on soulage. La deuxième question qu'il y a tout de suite, c'est avez-vous un praticien traitant? Hmm. Hmm. S'il a un praticien traitant, on lui fait un courrier, une correspondance, et il repart chez son praticien traitant. On ne récupère pas le patient. Par contre, s'il n'y a pas de praticien traitant, et que le patient veut, et ça c'est sa volonté propre, s'il veut continuer avec nous, il reste. Mais par contre, c'est clair, dès qu'il y a un praticien traitant, euh, la première des réponses qu'on donne, c'est pourquoi votre praticien ne gère pas votre urgence? Hmm. Avez-vous téléphoné? Si ils répondent non, c'est vous téléphonez à votre praticien dans un premier temps. Si par contre le praticien traitant est en vacances ou en arrêt ou autre, là on récupère, mais à chaque fois on renvoie vers le praticien traitant, on ne détourne pas la patientèle, Ouais. c'est pas notre but. Notre but c'est Après, après, tu vas voir le troisième, parce que je veux dire, un peu, elle a quand même 30 ans de bouteille, mais tu vas voir le troisième modèle, c'est celui qui vient, qui dit ouais, j'ai un praticien, mais j'aime bien votre cabinet, c'est sympa, c'est propre, j'aimerais bien rester avec vous. Et là, t'es dans la merde. non. Et là justement, ça m'est arrivé ça. Et je leur ai dit, écoutez-moi, c'est simple, ma structure, c'est vraiment de l'accessibilité aux soins. Si vous avez un praticien, si vous avez un dossier, l'important quand on se fait soigner, c'est d'avoir un suivi. Vous avez confiance dans votre praticien, il vous suit depuis 4, 5, 6 ans, il connaît votre bouche, il vous connaît, il vous voit Hmm. régulièrement, vous retournez le voir. Ça, c'est clair.
Quand Après, ça, c'est vrai à Châtellerault, Tours, de Rouen, où il n'y a pas de surpopulation professionnelle. Là où exact. ça Même peut sous devenir, population ouais, il y professionnelle. a vraiment une sous-population professionnelle. Donc, on est très à l'aise avec ça. Ce que je dis toujours, moi, un omnipraticien en Normandie, il n'a même pas besoin de secouer l'arbre pour que ça tombe. C'est que les patients, ça afflue. Les demandes de consultation, de première consultation pour des étartrages. Les urgences, c'est vrai que quand je vois nos agendas, alors nous on en prend très peu, mais je vois les agendas de mes associés qui sont, certains sont omnipraticiens. Là, tu te dis, putain, si tu as une urgence qui vient se glisser là-dedans, c'est mort, c'est foutu. Et C'est ça. ça devient un stress. Et tu les refuses, et les gens ne sont pas contents, et etc., etc. Ok, donc en fait, si quelqu'un s'intéresse, voilà, veut se faire accompagner et le concept vous intéresse, c'est au niveau national, vous n'avez pas de limite pour l'instant. On n'a pas de limite. Donc urgence.fr, il y a écrit je suis praticien. Alors j'ai pas cliqué dessus, je sais pas ce qui va se passer si je clique dessus. Alors attends, je clique dessus, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc ça c'est ensemble développement des soins. Ok, donc là c'est prendre contact avec, je pense que ça arrive chez ta femme, Exactement. ok, et qui se répondra. Voilà. Pour donner à peu près une fourchette de voir ce que ça coûte, parce que ça coûte, c'est combien un accompagnement en gros, une fourchette, je pense que ça dépend des cabinets, mais qu'est-ce que ça coûte à un praticien de vous rejoindre à peu près? Alors je vais être très clair, c'est 1 000 € pour intégrer en fait et être affilié, et Ok, qui donne accès à l'accompagnement et à la formation et au coaching. Et ensuite, c'est 3% de rétrocession du chiffre d'affaires du ok. cabinet. Donc très loin des 40 à 50% d'un collaborateur, Mhm. qui permet en fait juste d'avoir le suivi et Ok, tout de coaching et d'accompagnement. ok. Donc oui, enfin 1000 euros pour le ticket d'entrée, c'est rien. Enfin, Non, c'est rien. non, c'est Mais intelligent parce que souvent, si tu veux, bah, si tu as un coaching, tu vas être à 15, 20 000 euros et ça fait un peu peur. Alors que là, tu te dis, bon, 1000 euros noyés dans la masse de l'installation, c'est que dalle. Et c'est puis ça. après, bah, si plus tu donnes, c'est plus tu gagnes, plus tu donnes, quoi. C'est Donc, ça. Et puis en plus, ces 1 000 € entre guillemets de frais d'intégration et d'affiliation sont noyés dans les aides en fait qu'on leur obtient. C'est-à-dire oui, que oui, oui, non, non, mais 1000 euros, c'est l'installation rien. de Enfin, 50 000 € dans un désert médical, tes 1 000 €, ils sont. non, non, on parlerait de 1000 euros pour un auto-entrepreneur dans la tapisserie. Enfin, encore j'ai rien contre la tapisserie, c'est beaucoup, mais 1000 euros pour une création d'un cabinet dentaire où tu vas dépenser 150, 200, 300 000, c'est C'est une peanuts, miette. quoi. Ouais, ok. C'est une miette. Eh ben Et écoute, super, tu remercieras ta femme de nous avoir contactés pour faire ce podcast parce que c'est super intéressant. La notion de réseau est très intéressante parce que je sais que beaucoup s'y sont essayés, notamment Edmond Binas, il avait essayé, je sais pas trop où ils en sont avec, il avait essayé de créer un réseau comme ça. C'est difficile les réseaux parce qu'on travaille quand même avec des gens qui sont, on est quand même des dentistes sont des gens qui sont entrepreneurs et qui sont très solitaires. Alors, ils veulent bien travailler en groupe, mais s'ils sont le chef. Tu vois ce que je... c'est ça, exactement. Et c'est Et ce que les étudiants justement me disent à chaque fois. Euh, alors, ils ont trois sujets, les étudiants. C'est un, la peur de l'installation et de l'entrepreneuriat. mm, Deux, c'est travailler seul. Et donc, mm, ils recherchent des cabinets de groupe. Et c'est ce que je leur réponds à chaque fois à ce motif-là. Je leur fais, mais si tu as peur de travailler seul et que tu veux travailler en groupe, moi, je te donne la possibilité avec Urgent de plus travailler en groupe, mais en réseau où, quand on aura un problème, tu peux, en fait, directement être en contact avec un de tes confrères n'importe où, mm, mm, mm. la réponse. Je fais le réseau, c'est quand même le groupe à l'exponentielle. Non seulement, et puis tu restes chef chez toi dans un groupe. Exactement. À Parce cette que, liberté en étant soutenu. Et c'est moi parce que franchement, ouais, je c'est pense que important c'est une parce que souvent, quand les jeunes intègrent une grosse cellule avec des pointus, avec des mecs qui sont là depuis des années, et j'en ai eu autour de moi, en fait, le jour, quand tu intègres la cellule, tu deviens pas leur associé, tu viens leur chez employé. eux. Tu es leur employé. T'es leur employé, mais qui a payé, tu vois. Et ça, c'est vraiment, et je l'ai vécu avec des gens qui sont très très proches de moi. Et quand moi je me suis associé, justement, je me suis dit, bah, ça, je supporterais pas qu'on me fasse ça. Donc je suis vraiment rentré dans une association. Et c'est pas simple parce que sur le plan de l'ego, c'est particulier, c'est-à-dire que tu acceptes de vendre et de ne plus être à la main de ce que tu as créé, la vision que tu avais. Donc, toi, c'est compliqué. Donc, la notion de réseau est intéressante parce que tu restes en groupe en étant chez toi et en prenant tes propres décisions. C'est ça. Donc, moi, en fait, en tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite, c'est de réussir parce que l'idée est intelligente et surtout d'avoir passé
les barrières administratives, ARS, Sécu et Conseil de l'ordre qui, C'est une belle barrière, je veux dire. et je pense que d'un premier abord, il y a dû y avoir un putain de coup de frein, dire oula, encore des gens qui font de la pub et voilà, comme quoi il y a de belles choses à faire dans la profession. Ok. Tout à fait. Eh bien, écoute, merci infiniment. C'était chouette, c'est vraiment chouette. J'adore moi ces histoires qui viennent un peu de nulle part et qui sont vraiment du vécu. Si tu veux bien, on fera peut-être un point dans un an, ce qu'on appelle un catch-up, pour Avec voir, plaisir. parce que là vous êtes tout nouveau en fait, hein, Tout à donc fait. voir comment le réseau se développe. Deuxième force que vous avez réussi à transgresser, c'est d'intervenir dans les universités. Parce que crois-moi, c'est pas simple. Il y a une vraie barrière aussi. Attention, le loup arrive et c'est intelligent et c'est fort d'y être arrivé. Donc félicitations pour ça. Et donc, on vous souhaite. Donc, je vous invite vraiment à. J'espère qu'on va pas faire péter vos serveurs. Donc urgence urgens.fr et puis on se retrouvera peut-être probablement dans un an pour savoir où ça en est. Avec Voilà. plaisir. Eh ben Avec- écoute, merci beaucoup, félicitations, toi, ta femme, toute ton équipe. L'idée est belle et la réalisation Puis là, vous êtes dans la phase de démarrage, c'est hyper excitant parce que tu sais pas si ça Totalement. va marcher, mais tu as envie que ça marche. J'adore ça, moi. En tant Tout à fait. qu'entrepreneur, c'est Mais on est déterminé et je pense que ça va marcher parce que le retour et l'accueil des étudiants est super positif et je pense qu'on a plein de belles choses à exactement. faire. Alors, Et puis voilà. En tout cas, merci. quoi qu'on en dise souvent, on a une très très belle profession avec plein de contraintes, mais il y a tellement de choses que l'on peut faire. Voilà. Tout à fait. Bien, merci à toi, merci à vous tous de nous avoir écoutés une fois de plus. Merci de noter le podcast avec 5 étoiles. Je le demande rarement, mais ça fait plaisir. Et puis merci aussi pour vos messages que vous pouvez m'envoyer à Stéphane, STEPHANE, @endo, trait d'union du 6 academie.ie.fr et je me fais un plaisir à lire vos commentaires. J'ai jamais eu de messages négatifs, au contraire, que des messages positifs et ça fait plaisir. Je vous souhaite un très très bon week-end puisque nous sommes diffusés le samedi et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle aventure, un nouvel invité, un nouvel épisode. À très bientôt, merci, au revoir. Au revoir Stéphane, au revoir à tous.